Salut à tous. Salut. Bon, bienvenue sur le podcast Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Et aujourd'hui, on va faire un récap. Donc, on en discute de l'UFC 290 qui a eu lieu donc dans la nuit du 8 au 9 juillet, donc dernier. Donc, c'était quoi? La nuit dernière, quoi, pour nous. C'est ça. Grosse carte. Honnêtement, belle carte. C'était un bel événement. Alors, on va faire toute la carte principale. On va juste parler de deux combats de la carte préliminaire. Pour le coup, donc Tatsuno, j'ai mal écrit. Tatsuro, exactement. Taira et Edgar Cherez. Et on va parler bien sûr de Robbie Lawler qui faisait son dernier combat. On en a parlé dans l'épisode actu de cette semaine, donc enfin de la semaine dernière plutôt, puisque là quand l'épisode sortira, on sera lundi. Et donc on va voir en fait cette dernière performance qui nous a sorti. On avait fait des suppositions. On va voir ce qu'il en est dans l'action en fait, tout simplement lors de cette UFC. Alors, on va commencer vite parce qu'il y a beaucoup de combats à traiter. Donc, on l'a dit, Tatsuro Taira versus Edgar Cherez. Donc, Tatsuro Taira, beaucoup de gens nous en ont parlé, même en commentaire. Donc vraiment, on avait. Enfin, moi, c'est pas quelqu'un que je suivais particulièrement. Donc, je pense que toi, c'est pareil. Moi non plus. Et c'est pas plus mal parce qu'en fait, j'ai regardé ce combat sans avoir toute la hype Tatsuro Taira, tu vois. J'ai capté après le combat sur Twitter qu'il était très suivi et qu'il y avait beaucoup d'attentes sur lui. Mais moi, je connaissais pas particulièrement. Oui, oui, effectivement, moi non plus. Bon, bah, vous le savez, hein, de toute façon, c'est pas une surprise. On est plus analyste que découvreur de talent, donc on n'est pas du genre à épurer vraiment toutes les prélims et early prélims qui existent à l'UFC. Mais bon, vu on nous en a parlé, on a essayé de jeter un œil sur ce combat. Et bah, j'ai pas trouvé. Alors, il était à 13-0 lors quand il fait le combat, donc il est sorti à 14-0 il remporte la victoire. Ouais, Euh, il est champion du Shooto et les avant le UFC. D'accord. Et je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai pas trouvé ça. Alors déjà, si on parle de hype et de pourquoi il y a une hype autour, je l'ai pas trouvé exceptionnel. Enfin, c'est pas, il a pas été super impressionnant. Tu sais, comme prospect, on a connu des prospects qui te marquaient plus les esprits, tu vois. Là, je sais pas, j'ai pas trouvé ça fou. J'ai trouvé ça normal, quoi, en fait, tout simplement. Ouais, mais alors c'est pour ça que j'ai pas été déçu. J'ai pas été déçu parce que je m'attendais à rien en fait quand j'ai regardé le combat. Et par contre, ce qu'on peut noter, c'est que c'était en catchweight parce que le combattant, donc Edgar Cherez, a pris le combat en short notice de ouf, en remplacement de dernière minute. Donc on pouvait s'attendre à un Tatsuro Taira qui domine nettement et ça n'a pas été le cas, hein. Il domine, il gagne, d'accord, mais ça a été chaud à plusieurs reprises. Alors, il domine au sol, en Il fait. domine au sol, voilà. Au sol, oui, il m'a impressionné, mais il m'a impressionné. Euh, c'est un bon niveau, mais qui est pas non plus exceptionnel, mais assez pour pouvoir gérer Cherez sur les trois rounds. En fait, là-dessus, il y a pas eu de souci. Par contre, debout, je l'ai trouvé très poreux. C'est-à-dire dès le premier round, en fait, la première action qu'il fait quand il essaye d'amener au sol la première fois, c'est parce que il prend en fait un knockdown, tout simplement. Ouais. Donc, il se fait toucher. Voilà. Après, une fois arrivé au sol, c'est vrai qu'il a un bon jeu en pression. Il arrive bien à placer son grand end-pound. Il est opportuniste les soumissions, puisque dans le round 1, il tente ce fameux triangle qui arrive en fin de round, donc il le finalise pas. Mais la position dans laquelle il le tente est intéressante, puisque au début, il est en position montée. Il y a Cherez qui se rassoit comme s'il voulait retourner à la cage. Et malgré ça, en fait, il continue à grimper sur le triangle pour essayer de le prendre. Donc, ça montre quand même une aptitude d'équilibre. Tu sais, il a comment dire, une bonne balance. C'est ce qu'on dit sur ses phases au sol pour pouvoir continuer à attaquer son triangle dans cette position. Mais derrière, bon, voilà, c'est pas un finisseur comme on peut en voir. Enfin, je sais pas, moi, par exemple, Benoît Saint-Denis m'impressionne beaucoup plus sur ses phases au sol, tu vois, que Taïra. Ouais, non, c'est sûr, surtout que alors, je connais pas non plus son adversaire, mais ça m'avait pas l'air d'être un niveau de fou au sol. Non. Et ouais, franchement. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est dans la construction de son sol, tu vois. C'était, il contrôle, il passe, il prend sa position, il frappe. Il ne frappait pas tant qu'il n'était pas dans une position vraiment forte.
Oui, ouais, puisque le plus dur dans le sol en MMA, et ça, on le voit encore, par exemple avec Nora quand on la prépare, ce qu'on essaie de faire passer comme message, parce que comme elle vient du striking, même si elle a un bon sol et son sol s'améliore de plus en plus, mais c'est les moments en fait de contrôle, les moments de frappe. En fait, tout simplement. C'est vrai. Ou les frappes acceptables aussi, on travaille beaucoup sur les frappes acceptables et frappes non acceptables. Tu sais, quand tu es en dessous, plutôt. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui améliore ton sol MMA, finalement. Tu peux être très bon en grappling, mais avoir un bon sol MMA, c'est quelque chose qui se travaille avec les frappes. Et effectivement, ce que tu dis là, c'est de savoir quand est-ce qu'il faut contrôler, quand est-ce qu'il faut frapper. C'est quelque chose qui est très important et très intéressant, en fait, dans le travail. Et lui, effectivement, je l'ai noté aussi. C'est pour ça que je parlais de son grand end pound, parce qu'il voilà, bien se placer en grand end pound, tu vois, bien se placer, donc bien se positionner et savoir quand est-ce qu'il peut commencer à armer et quand est-ce qu'il peut commencer à frapper sans risquer en fait d'être composé, tout simplement, ou renversé. C'est ça, c'est ça. Et après, dernier round, parce qu'on fait le combat en gros, là, dernier round, ça s'est joué. Il est sauvé par le gong hein, sur la guillotine. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Il prend la guillotine. Alors effectivement, sur une phase où Sherez arrive à se relever, en fait, tout simplement, il reprend la guillotine, il repart au sol. En fait, au lieu de se relever complètement, il choisit l'option soumission parce qu'il savait de toute façon que le combat il était fini, donc il a raison de la tenter. Taïra n'arrive pas à s'en sortir. Et pire que ça, il arrive à laisser Sherez en fait prendre la position montée. Et là, il n'y a rien de pire que d'être pris en position montée quand on a la guillotine, quand on est pris en guillotine, parce qu'on peut plus sortir les hanches, on peut plus prendre de distance, donc on est obligé d'être recroquevillé en fait le menton sur la poitrine. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là où là, bah, à part si tu t'appelles Volkanovski, t'as 99% de J'allais chance. dire. Donc bon, il a réussi quand même à tenir. Je pense qu'il avait les yeux rivés sur le chrono. De toute façon, ça se voit. Il était concentré. Il savait que de toute façon, soit il dormait, soit il tapait pas quoi. Il allait pas lâcher là-dessus. Ouais, je suis d'accord. Mais bon, c'est une guillotine qu'il avait pris déjà dans le round d'avant. Et il a refait la même erreur finalement, à donner sa tête. Et c'est pour ça que voilà, même au sol, si on dit qu'il est bon, c'est pas non plus exceptionnel. C'est Tu ça. vois. C'est, j'ai l'impression que c'est une hype un peu comme Raúl Rosas, tu sais, junior. C'est-à-dire que tant que le profil lui convient, ça va. Et puis le jour où il va monter un peu plus, tu vois, là, Oshuto, ça allait bien. Et puis là, tu arrives à l'UFC. Bon, là, effectivement, c'est pas encore un nom, hein, Chairez, mais plus il va monter et plus ça va peut-être être compliqué de faire ses preuves. Je pense aussi. Je pense aussi. Je suis pas sûr de la hype. Je suis pas sûr. Ouais, je suis pas hypé en tout cas, moi. Ouais. On verra la suite. D'ailleurs, on passe à la suite. Avec quelque chose qui était beaucoup plus expéditif. On voyait qu'il y avait plus d'expérience. On sentait qu'il y avait du vécu. Tu vois, il y avait le fumet de la victoire. Tu vois. Ouais, d'ailleurs, à noter que dans cette UFC, il y a eu 4 combats qui n'ont pas dépassé 1 minute. Ouais. Ce qui est énorme. C'est pas arrivé depuis très très longtemps. Depuis les premiers UFC. Depuis 92. Ouais, c'était un mardi même, parce qu'à l'époque, il y avait pas. Non, non, parce que j'ai lu un petit truc d'ESPN qui Ouais. disait que c'était pas arrivé depuis dans l'ère moderne de l'UFC. C'est la première fois. D'accord. Ok. Donc je sais pas quand il situe l'ère moderne, Oui, c'est ça. C'est mais voilà, ça fait longtemps. quand tu passes l'UFC 100, tu vois. C'est à Ouais. partir. Non, c'est même plus vieux. Non, je pense que l'ère moderne, ça doit être à partir du moment où ils ont commencé à peut-être à codifier un peu plus le l'UFC. Enfin, tu vois ce que Ouais, je veux c'est dire. ça. Où il y avait des catégories de poids, où il y avait. Ouais. Ouais, ça doit être ça. Donc, Robbie Lawler versus Nico Price. J'adore son nom, Nico Price. Euh, bah, c'est très simple, hein. C'était le dernier combat de Robbie Lawler. Ça a été un combat expéditif. 38 secondes, en fait, tout simplement. Pas de temps d'observation. Ils sont venus au contact assez rapidement. Au bout de 30 secondes, en fait, premier clinch. Et c'est au premier clinch que tout se termine. Série de crochets, du percut de crochet par Robbie Lawler qui met complètement KO en fait Nico Price. Enfin, un single collar tie et puis c'était parti quoi. Il Et envoie. puis il alterne entre crochet et uppercut Ouais. jusqu'à Et temps jusqu'à temps que que ça touche et que ça couche. exactement.
Donc Nico Price s'écroule. Alors lui il s'écroule par le chaos. Il y a Robbie Lawler qui s'écroule par l'émotion. Donc il se met à genoux, il se met à pleurer. Donc ce qu'on comprend tout à fait parce que voilà, on veut toujours finir sur une victoire. On l'avait dit, on pensait lors de l'épisode d'actu qu'il serait en forme et qu'il serait comment dire bien préparé pour ce combat parce qu'il a toujours été bien préparé pour ses combats. Enfin c'est quelqu'un qui malgré le côté vieillissant dans sa carrière n'a jamais en fait été comment ce combattant qui lâchait l'affaire, enfin tu vois, qui était fatigué, qui était usé. Il a toujours été chercher la victoire, enfin tu vois, et avec la manière. Ça, il a Bah, de toujours toute été en fait. façon, cette dernière performance, elle nous le prouve, hein. Parce Ouais. que Nico Price, c'est pas n'importe qui quand même si on n'est pas dans le top 10, on est dans un combattant solide. Et j'avais même un peu peur, mais magnifique. Et d'ailleurs, j'ai eu peur que le fait qu'il gagne de cette manière, il se dise putain, je repars. Tu vois, je refais un combat. Non, là je pense que c'était bon. Il faut savoir que parce que j'ai pris quelques notes, j'ai fait mes devoirs. Euh, alors déjà non, avant ça, avant de faire un petit récap de sa carrière. Donc il s'écroule effectivement parce que il y a l'émotion. Les mots qu'on ne connaîtra pas, mais de Bruce Buffer à l'oreille de Robbie Lawler. Donc ça montre l'importance qu'il a aussi dans l'organisation. Enfin, tu vois, le fait que voilà, amicalement, ils viennent lui glisser ces mots à l'oreille, tu vois, c'est quelque chose d'important. Derrière, ils lui ont fait en plus un highlight de sa carrière qui a terminé en fait de le faire pleurer. Donc de revoir en fait toutes ces guerres qu'il a fait au fur et à mesure du temps. À l'époque C'est où là, il a c'est là que tu vois tout le respect que l'organisation a pour lui, hein. Parce qu'il n'y a, ouais, y a, y a pas eu grand combattant, y a pas eu grand nombre de combattants qui ont eu des highlights comme ça. c'est clair. Après, il a une carrière à highlight aussi, tu vois. Tu sais, on en parlait, le combat qu'il a fait contre, et je m'en souviens toujours pas, contre Rory McDonald. Rory McDonald, le combat, quand il balance, tu sais, dans le highlight, tu vois aussi quand il balance euh, Askren. Askren par-dessus ses épaules. Enfin, tu vois, il a de quoi faire aussi des rushs de highlight. Donc ça joue beaucoup. Donc, c'est une bonne chose. Après, voilà, si on regarde sa carrière, c'est 30 victoires, 22 KO sur ces 30 victoires. Une soumission, 7 décisions, c'est 16 défaites, 4 KO, 5 soumissions et 7 décisions et un non-contest. C'est une carrière qui a débuté en 2001. En 2001. Ça fait 22 ans qu'il combat et 22 ans qu'il combat à l'UFC. Enfin non, 21 ans qu'il combat à l'UFC surtout. Parce qu'il est arrivé en 2002 à l'UFC 37. Jusqu'en 2004. Ensuite, il a fait d'autres organisations, dont le Pride et le Strike Force, pour revenir à l'UFC 157 en 2013. Donc de 2004 à 2013, il a combattu ailleurs. Et il avait combattu pour sa reprise contre Koscheck. C'était ça son Josh, retour. Josh Koscheck. Voilà, qui n'était pas forcément un petit retour, parce qu'à l'époque, Koscheck, c'était quelqu'un voilà, de sérieux dans la catégorie. Et il l'avait fini par KO au premier round. Donc voilà, ça en dit long sur le monsieur. C'est aussi un des premiers qui, je crois, si je dis pas de bêtises, qui a décidé de faire des sparring light, tu sais, dans sa préparation. Ce qui lui a sûrement aussi permis de continuer à faire des guerres jusqu'à aujourd'hui, d'avoir une carrière aussi longue sans avoir, par exemple, un menton effrité, parce qu'on sait que le menton qui s'effrite, c'est pas forcément lors des combats, mais plus lors des guerres répétées à À l'entraînement. l'entraînement, ouais. Donc une intelligence de pratique, une intelligence de préparation, mais par contre un guerrier une fois qu'il était dans l'octogone, quoi. Une tête de Voldemort. Ah non, mais le mec, voilà, il avait la tête de l'emploi, quoi. Mais un charisme de fou aussi, tu vois. Et on sent un mec vraiment gentil. Enfin, tu vois, voilà, on va faire un petit peu une extension de ce qu'on a fait lors du podcast d'actu, mais son dernier combat avant celui-ci, c'était contre Nick Diaz. Et Oh oui, la scène à la fin, c'est la classe. C'est la grande classe. il vient et alors effectivement, il a gagné, mais derrière, il lui dit, et voilà, est-ce que tu as besoin d'argent? Comment ça va dans ta vie? Est-ce que je peux t'aider? Enfin, tu vois, c'est vraiment le mec et il n'est pas obligé de faire ça. Et pourtant, il le fait et c'est tout à son honneur. Donc, on sent que voilà, il est apprécié par l'organisation, mais il est apprécié aussi pour le côté humain et pas forcément que pour le côté combat, quoi. Ouais. Non, il réunit tous les critères. Ouais. Donc quoi de mieux que de finir là-dessus? Il n'a pas déposé les gants, par contre, au milieu de la Ouais, cage. c'est ce que je me suis dit aussi.
Il les a pas déposés. Normalement, c'est la tradition en fait de retirer les gants, de les déposer. Bon, après, je pense que c'était acté quand même, hein, quoi qu'il arrive. Bah, de toute façon, pour que l'UFC prépare le highlight et tout, c'est que c'était acté. Ouais. Donc voilà, on lui souhaite une bonne retraite et on espère qu'il a assez d'argent pour pas avoir à faire de conneries comme des bare knuckles et ce genre de choses, quoi. Qui reste le combattant qu'on a apprécié là à l'UFC et qu'il puisse profiter de ces jours de tranquillité où il devra décider de les passer, quoi. Et c'était aussi la clôture de cette carte préliminaire Ouais. de combat. Et ensuite, on passe en main card, donc carte principale, et on commence avec là, véritablement un vrai prospect de l'UFC, Bo Nickal, versus Val Woodburn. Woodburn. Ouais, Woodburn. Il a brûlé la Qui a remplacé Tressean Gore. Parce qu'à Ouais. la base, c'était lui qui devait affronter Bo Nickal. Oui, exactement. Et est-ce qu'on peut parler de combat expéditif pour ce combat? Bah, de toute façon, c'est simple, c'est la même durée que le combat de Lawler. Ouais. Ah ouais. Sauf que 36 ça secondes. quoi. Et moi, j'ai aimé parce que dans ce combat-là, tu vois une intelligence en fait d'approche du combat où il joue en fait sur ses forces, qui est sa grosse force qui est la lutte, et où il la masque en fait avec sa boxe. Alors déjà, tu comprends qu'il a le chaos dans les points, hein, parce que dès qu'il touche, il sonne. Mais c'est surtout ce que j'ai aimé, c'est il envoie dès le début, en fait, il est à distance, il envoie l'overhand. L'overhand du gauche, il est en garde inversée, hein. Il fait partie, donc les lutteurs, pour la petite histoire, gardent normalement leur jambe forte, elle est devant. Donc en général, si tu es droitier, tu mets ta jambe droite devant, contrairement au MMA où tu es à l'inverse. Comme tu boxes, tu as la jambe forte qui est derrière, droite derrière. Donc lui, il a gardé sa jambe forte devant, donc sa jambe droite, et il commence avec son overhand du gauche, et derrière, il fait une tentative en fait de takedown, mais en envoyant l'overhand du gauche. Donc il vient chercher au-dessus de l'épaule, et il vient chercher le genou, enfin derrière le genou, la même amenée qu'il a fait dans son précédent combat d'ailleurs. C'est vraiment, on sent que c'est une de ses amenées signatures. Et derrière, il ressort, et là où on aurait pu penser qu'il serait revenu en fait avec cet overhand du gauche, non, il arrive avec son crochet du droit. Donc, non, c'est un crochet ou un direct, je ne sais plus, je l'ai noté. Un crochet. C'est un crochet du droit, effectivement. Puis il ressort, puis il remet un direct du gauche, donc il change encore une fois, et puis il revient, et là, je crois qu'il renvoie encore un direct du gauche, qui finit en fait, et à chaque coup, il ébranle en fait son adversaire. Enfin, à partir du crochet du droit. Ouais, c'est le crochet du droit qui le met dans la boîte. Tu vois qu'il est plus là. C'est ça. Et là, c'est la samba, c'est la lambada, c'est tout ce que tu veux, mais en tout cas, voilà, tu sens qu'il est plus sur ses appuis, tu sens qu'il a les jambes qui flageolent, et donc voilà quoi. Et c'est le début de la fin. Derrière, une fois qu'il tombe, il a juste à en mettre une seule et l'arbitre l'arrête directement. Il a compris que c'était terminé. Non, c'était super intelligent. J'ai tout apprécié. Dès le début, en fait, dès le début du combat, tout de suite, il engage ses feintes. C'est sur la jambe où il vient descendre sa main comme s'il voulait attraper la jambe. Ouais. Et ça lui permet de voir les réactions. Et tu vois les réactions de son adversaire, il baisse les mains, systématiquement. Ouais. Il baisse les mains, il baisse les mains. Et à partir de ce moment-là, il sait qu'il va le toucher debout. Il le sait, je pense qu'il veut même pas l'amener, hein. À aucun moment, il essaye vraiment de l'amener. Même sur son entrée, sa demi-entrée en lutte, c'est juste pour faire réagir. Oui, c'est pour masquer sa boxe en fait. C'est vraiment ça. Il a cette force-là. Il fait partie de ces combattants. On connaît son niveau en lutte, hein. C'est quand même un rare qui a fait une souplesse à Gordon Ryan. Donc qui est dans une catégorie de poids qui est bien plus élevée que lui. Et donc voilà, il est reconnu par sa lutte en folk style aux États-Unis. Et donc il joue là-dessus en fait, tout simplement. Mais le mec, alors on peut pas dire qu'il a une belle boxe parce que c'est pas une boxe pure, tu sais. Mais par contre, il est précis et il est puissant. Et derrière, il a une lutte que tout le monde va craindre. Et en plus, il a un sol que tout le monde va craindre. Parce que tu pourrais te dire, bon, je le laisse m'amener au sol, mais après, derrière, je vais gérer. Et en fait, non, parce qu'en plus, c'est un soumetteur de fou. Donc, en fait, il ferme un peu toutes les portes à exploiter pour ses adversaires, ce qui fait que derrière, tu peux te retrouver vite perdu, en fait. En fait, tant qu'on n'aura pas un mec qui ne craint pas sa lutte, à la manière d'un Shimaev, hein, parce qu'ils ont un peu le même profil et la même entrée dans l'orga, Ouais, tant qu'il ne sera pas contre un top, on n'aura pas de réponse. je suis d'accord. Chez moi, Shimaev, on a eu la réponse avec Burns. ouais. On a pu jauger son niveau. Là, Bo Nickal, si tu lui mets encore des mecs comme ça, là, il va leur rouler dessus, tous. Comme Shimaev roulait sur les mecs moins bien classés quand il a mis le KO à Merchert en 17 secondes, là.
Tu vois, c'est exactement pareil. Les mecs, ils craignent tellement leur lutte qu'ils se brident et il n'y a pas de combat, en fait. Sa petite question, qui t'impressionne le plus entre les deux? Qui m'impressionne le plus entre les deux? Ouais, j'en ai pas assez vu de beau Nicole encore. Je mets Shimaev pour l'instant. Tu mets Chimaev pour l'instant, mais si tu prends son début de carrière. Son début de carrière, c'est pas pareil. C'est pas la même approche du tout. Ah, je Mais sais, mais en termes de style, je préfère Shimaev. d'accord. Pourquoi le côté lutte, Le côté lutte, il va t'amener, tu vois. ouais. Nicole, tu sens que là, il veut pas t'amener, il veut te mettre KO. Ce qui est Bah, bien aussi, hein, mais je préfère moi, je préfère la lutte. oui, non, mais je suis d'accord. Après, il veut pas t'amener. Là, il voulait pas l'amener parce que le combat d'avant, il l'a amené, quoi. Il a cherché à amener. Il a cherché la soumission. Non, non, il se laisse la possibilité. Moi, tu vois, j'aurais peut-être une préférence pour Bonnie Coles. Mais pour justement le fait que euh, il ait le choix. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que Shimaev, c'est vraiment s'il n'a pas le choix qu'il va essayer de te mettre KO. Il va te plonger dans les jambes, il va essayer de te soumettre ou te rouster au sol. Tu vois ce que je veux dire? Mais derrière, tu sens que c'est quand il est stoppé en lutte, il a plus d'autre choix que d'aller boxer. Tu vois? Et donc, tu sens, on en a déjà parlé, qu'il y a une limite à ce niveau-là. Bo Nichols, c'est pas la même chose. J'ai l'impression qu'il fait le choix volontaire. Tiens, aujourd'hui, je vais rester debout. Tiens, demain, je vais lutter. Tu vois, et que son panel est plus grand, entre guillemets. Enfin, je sais Ouais, pas. mais parce que les adversaires qu'il a affrontés pour l'instant lui laissent le choix. Oui, oui, mais tu prends Shimaev, c'était pareil au début. Les adversaires qu'il a affrontés lui ont laissé le choix, quoi. Ouais, mais c'est juste qu'il a fait le choix d'aller au sol. Parce que Ouais, Merchert, il le met KO debout. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, Non, ils ont vraiment plus ou moins le même début de carrière, je trouve, hein. mais j'aimerais bien les voir s'affronter ces deux-là. J'espère qu'ils se retrouveront un jour, parce que justement, ça répondra à toutes les questions. Bah déjà, ça serait vraiment la réponse entre la lutte américaine et la lutte russe entre guillemets. Tu sais, les deux façons de faire, une qui est plus souple, l'autre qui est plus dans le dur, qui est plus cardio, c'est plus physique. Donc j'aimerais bien les voir s'affronter, voir. Ça serait un véritable adversaire en fait pour Shimaev, parce qu'il y aurait une vraie comment dire, une vraie opposition en lutte, tu vois. Ah, Au sol, franchement, je signe tout de suite. Ça me hype plus que n'importe quel autre combat dans la KT. c'est clair, c'est Mais clair. bon, il faut les Et faire même monter. Il faut faire pas, monter Bo Nicole. Il faut le faire monter encore, il est trop bas. ouais, ouais. Mais bon, en tout cas, son rythme de combat, il est intense, parce qu'en plus, ses combats durent pas longtemps. Donc là, il peut combattre le mois prochain s'il veut, quoi. Donc Grave. c'est une bonne chose. S'il continue comme ça, il va monter très vite. Donc voilà, gros prospect. J'ai hâte de le suivre. J'ai hâte de voir la suite pour lui. J'ai vraiment hâte de voir la suite pour lui. En tout cas, voilà, 30 secondes de combat et c'est fini. Donc on peut passer au combat suivant. Celui que tu n'as pas vu, d'ailleurs, le Ouais, seul que c'est le tu as. seul que j'ai pas vu. Ouais. Donc c'est Jalil Turner contre Dan Hooker. J'ai bien aimé ce combat, hein. Il y en a beaucoup sur Twitter, tu sais, t'as les tweets qui s'affichent sur les côtés qui ont parlé du combat de la soirée. Alors c'était à l'instant T, hein, puisque tu tweets sur le moment. Et c'est vrai que c'était un sacré combat. Donc deux gros strikers, j'ai noté, qui se sont en fait ils se sont tout envoyés, hein. Pour le coup, c'était vraiment ils ont cherché à aller à la guerre tous les deux. En plus, il n'y avait pas forcément quelqu'un qui avait tu sais, un avantage d'allonge par rapport à l'autre. Les deux sont très grands, très longilignes, parce que tu sais, Turner, il a cet avantage-là, tu vois, il est très grand, il est longiligne, donc ça peut être un avantage sur son striking. On l'avait vu sur son. Turner, il est énorme. En plus, à noter qu'il avait raté il a raté la pesée, hein. Il avait 1 kilo en plus. D'accord. Donc Ok. il donne 20% de sa prime à Hooker. Et il lui a donné son âme aussi. Non. Non, mais en tout cas, voilà, de gros strikers. Alors, je dis ça parce que voilà, il n'y a pas de surprise maintenant. Si vous êtes en train de nous écouter, vous savez de toute façon que Hooker a gagné ce combat. Non, mais c'était vraiment serré. J'ai noté comment dire, l'envie d'un côté comme de l'autre d'en finir, mais pas avec la même énergie. Tu vois, il y avait un Jalin Turner qui était plus dans la précision, tu sais, dans le contre, dans le beau geste, le fait d'être
dans le timing pour toucher en fait chirurgical. Donc que ce soit avec ses high kicks, que ce soit avec son jab. Son jab, il était très bon dans les phases en fait les phases, comment dire, où il y avait des échanges de part et d'autre. Tu vois, son jab, il touchait très bien, surtout en début d'action de Hooker. Tu sais, quand il entamait son action, bam, il venait le piquer. Tu sais, avec son jab. Vraiment, j'ai apprécié en fait ce coup d'œil, un sacré coup d'œil, vraiment très très propre. Mais à côté de ça, l'autre énergie, c'était celle de Dan Hooker qui lui était là pour la guerre. C'est-à-dire que ça n'empêche pas qu'il était quand même très précis. Tu vois, c'est quand même un bon striker, Dan Hooker. Mais pour le coup, il avançait plus à la guerre. Ouais, Tu ouais, il vois, va chercher la bagarre. c'est ça. Bah, Il c'est cherche, intelligent, hein. Si le mec est meilleur que toi techniquement, il faut trouver une autre option. c'est ça. Et là, pour le coup, c'était ça. Et tu sentais que quand il était un peu trop touché, il rentrait en fait. Il rentrait vraiment, vraiment dans le dur. Tu sais, comme je te dis, tête en avant, il envoyait plus de frappes. Et c'est ça qui a fait pour moi déjà une partie de la différence, déjà dans un premier temps. Et la deuxième partie, c'est les deux amenés au sol qu'il fait. En fait, les deux fois où il arrive à contrôler en fait Turner au sol. Turner a essayé d'amener, ça a pas été, enfin, il n'a pas réussi en fait son amener. Mais par contre, par deux fois, il s'est fait conserver. Donc avec un bon grand end pound en plus. Et puis dans le deuxième round, il y a Hooker qui tente un étranglement dans le dos aussi, donc qui ne finalise pas parce qu'on arrive à la fin du round. Enfin après, est-ce qu'il l'aurait finalisé ou pas, on ne le saura jamais, hein, mais en tout cas voilà, il se place pour cet étranglement. Donc il y a du danger, donc il touche beaucoup. Je crois qu'il a fait un écart beaucoup plus grand, tu sais, justement dans le deuxième round aussi grâce au grand end pound. Donc pour moi, c'est ça qui apporte la victoire en fait à Dan Hooker. C'est une victoire par décision partagée. Il y Ouais, en a qui, donc pour toi, elle est méritée ou pas? moi, pour moi, elle est méritée avec tout ça. C'est-à-dire que dans le sens où, enfin, comment dire, je peux comprendre que certaines personnes disent que Turner puisse avoir gagné le combat. Pour une seule et bonne raison, c'est que si on prend la manière de noter aujourd'hui par les juges, c'est le dégât, tu vois, le dégât causé. Et c'est vrai que Turner, quand il touchait et ça créait du dégât. Tu vois, tu sentais que il a plus sonné, en fait, Turner a plus sonné au cœur que l'inverse. Ouais. C'est le cas dans les deux sens, mais c'est vrai qu'il l'a plus sonné. Donc si tu comptes le knockdown, entre guillemets, donc dans ce cas-là, enfin quand le mec il est un peu étourdi, dans ce cas-là, oui, effectivement, tu peux donner Turner vainqueur. Surtout que je crois qu'il a un peu plus de frappes significatives, si je dis pas de bêtises. Mais comme c'est à chaud là, comme on a fait j'ai vu les combats ce soir, c'est un peu à chaud. Mais par contre, c'est vrai que Dan Hooker, effectivement, ben il est rentré à la guerre, comme on a dit. Il avait l'envie. Il a envoyé aussi un gros nombre de frappes. Et puis il y avait surtout ce contrôle au sol, quoi. Donc tu rajoutes aussi de la variété technique dans le MMA. Donc dans son MMA. Donc pour moi, ça peut faire juste pencher la balance vers Hooker. Ok, donc c'est pas un vol, quoi. C'est pas un vol. Quoi qu'il arrive, c'est pas un vol. De toute façon, tu vois, hein, même Turner, il est pas. Tu vois, tu les vois tous les deux, ils sont là, il fait, tu sais, c'est genre, ah putain, merde, je suis pas passé, mais c'était plus, putain, je sais que c'est serré, tu vois. T'as fait un pile ou face ou t'as fait un Shifumi, tu vois ce que je veux dire, et puis Mhm. au final, t'as perdu, tu vois. T'es dégoûté, mais bon, après, t'avais une chance sur deux. Tu vois, Ouais. c'est pas ce genre de combat où tu vois le mec qui attend, qui est persuadé d'avoir gagné et qui regarde son coin en disant, putain, je comprends pas, tu vois. C'est pas la même chose. Donc après, faudrait le revoir plusieurs fois, hein. Mais pour moi, enfin, c'est pas le vol du siècle. Mais de toute façon, j'ai envie de te dire, les décisions partagées, enfin, à chaque fois, il y a comment dire, ces polémiques où certains disent, voilà, c'est un vol. Enfin, et ceux qui aiment pas Danouka, ils vont dire c'est un vol. Ceux qui aiment bien Danouka, ils vont dire c'est pas un vol. Enfin, tu vois, ceux qui s'en foutent, ils vont dire oui, je comprends les deux. Enfin, tu vois, moi, je m'en fous que ça soit l'un ou que ça soit l'autre. C'est pas ça qui va changer ma vie sportive, entre guillemets, avec mon lien avec l'UFC. Et voilà. Maintenant, pour moi, je trouve que c'est intéressant que Hooker enfin, gagne ce combat parce qu'il était dans une situation un peu particulière en ce moment. Il a dû changer de catégorie. Il a accumulé quand même quelques défaites. On sent que psychologiquement, c'était pas chaud pour lui. Enfin, tu vois, il commençait à baisser. Donc c'est bien de le relancer aussi avec une victoire. Et puis, parce que Dan Hooker, c'est quand même quelqu'un qui compte dans le roster UFC. Tu vois, c'est pas un premier venu, tu vois. La guerre qu'il avait fait contre Poirier et tout ça. Enfin, il mérite, tu sais, de Ouais, rester. bah, c'est justement après cette guerre qu'il a chuté, hein. Ouais. Bah, il mérite de remonter un petit peu, tu vois. Et donc voilà.
ça me choque pas, tu vois, qu'il ait cette victoire. Et puis c'est bien pour lui. Je trouve que c'est bien pour lui. Ok. Ensuite, Ensuite, la surprise de la soirée. oh oui, la surprise. Robert Whittaker versus Dricus du Plessis. Eh oui, surprise. Euh, tu sais, même là, tu sais pas comment aborder le combat. Tu vois, c'est surtout quand tu vois que dans le premier round, tu vois un Robert Whittaker qui fait du Robert Whittaker. Il est là, il est à distance, il est très bon dans le contre, il est varié dans sa technique. Quand il rentre, il a des bonnes esquives de buste. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Il met l'angle qu'il faut pour que Duplessis ne puisse pas le toucher. Il envoie un takedown de folie. Même si Duplessis prend la guillotine, on voit un beau move de Whittaker qui fait une petite roue par-dessus ses jambes pour se retrouver du bon côté du corps de Duplessis pour pas prendre la guillotine. Tu te dis, waouh, bah voilà, ce qu'on avait prédit arrive. Surtout que c'est sur 3 rounds. Donc tu te dis, sur 3 rounds, il va dérouler ça, Whittaker. Bah ouais, tranquille. Donc tu te dis, voilà, c'est dans la poche. Le mec, il a déjà affronté Vettori, il a déjà affronté Cannonier, il a affronté des mecs durs. Parce que Duplessis, en fait, sa grosse force, c'est qu'il est dur, en fait. C'est qu'il est ultra physique, il est ultra puissant. C'est ça. Et je pense que c'est un des plus lourds de la KT. Hein. Parce que physiquement, il est impressionnant. Il est très massif. Il est très, très massif. Mais ça, c'est les corps de Renoir. Tu vois, ils sont vraiment massifs, les Renoirs. Donc, oh putain, j'étais surpris autant que la décision. Que le résultat du match. Je comprenais pas, j'ai bugué au début. Je sais. C'est une vanne à emporter. Ah, putain. Oh mon Dieu. Oh putain, si vous n'avez pas la rêve, c'est parce qu'en fait, voilà, Duplessis, il vient d'Afrique du Sud et donc c'est le seul véritable Africain en fait du roadster. Donc c'est ça, c'est pas Adesanya, c'est pas Kamaru Usman, le seul Africain, c'est c'est Ricus Duplessis. Donc voilà, c'est tout, c'est toute la guerre qu'il y a justement entre lui et Adesanya. Donc c'est pour ça. Et en fait, je fais une référence à l'après quand ils ont fait le face-à-face avec Adesanya, qu'il l'appelait Negro, tu vois, c'est Yo nigger, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça, j'étais obligé. On en viendra à ce point-là. Voilà. Donc ouais, non, il avait un timing en plus excellent, Whittaker en début de combat. Tu vois, sur un déplacement tu vois Duplessis qui se déplace, dans son déplacement, il lui met le low kick. Ouais, Tu mais vois? t'as vu comment il se déplace? Non, et franchement, Duplessis, quand tu le vois se déplacer, tu te dis, mais c'est qui? Et en fait, là, je comprends. Sur Twitter, je voyais des photos de lui avec un nez de clown, une perruque, il l'appelle Circus Duplessis. Je comprenais pas pourquoi, parce qu'en fait, j'avais pas forcément regardé plein de combats de lui, tu vois. Même Mais jamais. T'avais déjà ouais, vu un lui avant ça? si, j'avais déjà vu, mais pas plus que ça, en fait. Mais comment il se déplace et tout, c'est waouh, waouh. T'as l'impression de voir vraiment un boxeur amateur. Ouais, Un mec qui coordonne pas bien son corps dans ses déplacements. il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin. La preuve, hein. Sinon, il n'en serait pas là. Non, mais c'est vrai. Son jab, il était encore une fois chirurgical, si je reprends en fait le fil. Donc vraiment, enfin, tu avais du Whittaker dans le texte. Vraiment, tu sais, le Whittaker en pleine confiance. Tu vois ce que je veux dire? C'était vraiment ça. Et puis, première réussite de Duplessis. P6. Et en fait, tu te rends compte que dès qu'il commence à réussir et à toucher, et ben Whittaker, il accuse les coups en fait, tout de suite. Dès le premier round, tu te rends compte que dans le rapport de puissance, il a rarement vécu ça. Enfin, tu sais, on a rarement vu Whittaker comme ça. Tu vas prendre autant encaisser en fait le coup. Donc c'est ça. Et puis surtout, comment dire, une première phase de contrôle au sol en fait comment dire de Duplessis parce que comment dire, en fait sur chaque contre, sur chaque jab, il touche durement. Tu sais, c'est vraiment ça. Et ça ébranle Whittaker. C'est sur un jab en fait où il le fait tomber. C'est pas sur une amenée au sol. Tu vois, c'est quand il touche avec son jab, t'as Whittaker qui tombe. Ouais. Donc il y a une phase de contrôle et tu vois que Whittaker, il est en aucun cas en capacité de se relever. En fait, en aucun cas de sa capacité de se relever. Il aurait pu, il peut, mais ce que je veux dire, c'est que les contrôles de Duplessis, ses déplacements, ses placements, ses attaques de soumission, c'est-à-dire qu'en fait, il fait dès que tu sens qu'il commence à s'échapper, boum, il va attaquer sur un bras-tête, par exemple. Enfin, tu sais, à chaque fois qu'il sent qu'il perd un peu le contrôle, il va attaquer quelque chose qui va te garder là, tu vois. Et ses frappes,
tu sens qu'une fois qu'il est au sol, c'est son domaine. Non, il est bon. Franchement, au sol, il est bon. Mais Whittaker aussi. Tu vois, ceinture noire de la Gracie Barra, il s'entraîne avec l'équipe australienne de lutte. Enfin, tu vois, c'est pas n'importe qui, Whittaker. Tu sais, enfin, on l'a vu déjà. Son sol, il est très bon. Normalement, il est en capacité de se relever. Et en fait, là, non. Là, tu sens que déjà pour faire le tour du corps de Duplessis, c'est compliqué. Enfin, tu sais, c'est là que tu prends aussi la conscience de son gabarit, du fait qu'il soit très plein. Enfin, tu vois, quand il vient Non, essayer mais de le. moi, je l'ai vu quand il était sur lui et Oui, qu'à un moment, tu as une vue avec la caméra du haut et que tu vois plus Whittaker quasiment. Le mec est trop large. il l'a C'est éclipsé. c'est ça. Franchement, non, c'est un morceau de fou. Ouais. Mais tu sens dès le premier round, en fait, que voilà, il faut qu'il soit dans un très grand soir, Whittaker, s'il veut tenir, parce que bah, dès qu'il se fait toucher, c'est compliqué. Et c'est dans le deuxième round, en fait, où voilà, il touche durement avec son jab une nouvelle fois Whittaker et il lui fait faire l'ascenseur. Et c'est le début de la fin, en fait, tout simplement. C'est le début de la fin. Il le suit, il le touche intelligemment, en fait, à la tête et au corps, jusqu'à l'arrêt de l'arbitre. C'est-à-dire que, et en fait, même si tu te dis qu'il n'a pas une bonne boxe, mais en fait, il a une bonne boxe quand même. Parce que s'il n'avait pas une bonne boxe, en fait, il serait pas assez précis pour pouvoir le faire. C'est-à-dire que là, tu sens quand même que le fait de travailler corps-tête, on en parlait dans l'épisode d'actu, sur le fait que souvent les combattants s'acharnent sur la tête. Et en fait, là, dans cette UFC-là, tu t'es rendu compte que les frappes au corps, elles avaient une place très importante, tu sais. Et dans ce combat-là, tu te rends compte. Parce que c'est la frappe au corps, et c'est là où tu vois aussi sa puissance. C'est cette frappe au corps, Qui surtout. le plie. Elle le plie. C'est ça. C'est vraiment ça. Et c'est celle-là, en fait, qui le termine. C'est même pas les frappes à la tête. C'est vraiment cette frappe au corps qui le termine. Qui Ouais, fait le non, non. c'est le game changer, quoi, tu vois. Et donc, l'arbitre arrête et bah, victoire au deuxième round de Duplessis, quoi. À la surprise générale. Alors, est-ce que c'est la performance de sa carrière ou est-ce que c'est juste qu'on l'a sous-coté? Je serais tenté de dire qu'on le sous-cote, quand même. Ouais, non, mais on le sous-cote clairement. Et j'ai envie de te dire, quasiment, en fait, c'est son style qui fait ça, mais pour son prochain combat, je vais le sous-coter encore. Enfin, non, mais, Ouais, c'est contre Adesanya, normalement. Donc, non, mais donc je franchement, m'explique. En fait, en termes de style, c'est très difficile de le mettre favori contre les tops de la KT. ouais, mais là, c'était un top de la KT. Si ce n'est Ouais, le top bien de sûr. la KT, parce qu'on sait qu'il y avait Adesanya, Whittaker, et derrière, il y avait le reste du monde. Tu vois? Donc, déjà, il prend la place de Whittaker. Donc là, limite, on pourrait se dire, alors après, voilà, il faut qu'il affronte les autres, hein, mais on pourrait se dire, il y a Adesanya, il y a Duplessis, et il y a le reste du monde. Après, c'est Ouais. une situation qui n'est pas forcément vraie, hein, parce qu'on sait très bien que si A bat B, et que C bat B, bat A, Oh, on a compris. C bat A, ça ne veut pas dire que C bat B. Vous m'avez compris? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu as compris Ah, bien sûr, on sait que les styles font les combats. Mais voilà, si bat Whittaker et que Whittaker bat Canonnier, ça ne veut pas dire que Duplessis bat Canonnier. Voilà, c'est si on transpose des lettres par des noms. Ça se trouve, Canonnier roule sur Duplessis, tu vois. ouais, c'est possible. Voilà. Donc, mais bon, la question se posera pas parce que de toute façon, ça y est, l'histoire est faite. La cage a parlé puisqu'ils ont laissé monter Adesanya dans la cage. Le regard noir, intense, vraiment, tu sais, tu sens qu'il n'est pas là pour rigoler et surtout qu'il prend Duplessis au sérieux. Et donc, bon, à part la petite vanne où il l'appelle nigger, mais sinon, voilà, il appelle ce combat, il veut ce combat. De toute façon, c'est le seul qu'il n'a pas affronté dans la catégorie presque. Donc, voilà, il faut que ce combat se fasse. Et voilà, on va avoir une réponse. Et Quel est le. ça arrange bien l'UFC. Je veux pas te mentir, moi aussi, en soi, je suis dégoûté pour Whittaker, parce que je kiffe Whittaker, mais ça tournait en rond cette KT. Il a l'air de bien le vivre. Enfin, tu vois, il avait pas l'air dégoûté plus que ça. Et puis de toute façon, je pense que lui aussi, la perspective d'affronter Adesanya, il sait très bien que retourner affronter Adesanya, c'est se prendre une porte. Et donc la ceinture, de toute façon, tant qu'il y aura Adesanya, elle sera pas à sa portée. Donc y retourner, se refaire rouster par Adesanya. Bon, je pense que maintenant, ça y est, il a fait le deuil de ça, quoi. Ouais, je suis d'accord. Le pauvre Whittaker.
À chaque fois, il y a un mec qui vient faire chier. Alors que normalement, il aurait dû être champion depuis toutes ces années. C'est vrai, c'est vrai. Bon, après, ça n'empêche pas que c'est quand même une grosse star, tu vois. Ouais, c'est sûr. Je lisais, là, il parlait d'organiser le combat en Afrique. Peut-être le premier événement en Afrique, en profiter de cette affiche. Ah bah. C'est Il l'affiche, faut. c'est l'affiche parfaite, hein. Là, pour le coup, ouais, c'est le main event parfait. En Afrique du Donc, Sud, pourquoi pas. en Afrique du Sud, pourquoi pas, effectivement, avec ses frères. Avec ses- Ah, non, moi, j'espère qu'il va se faire rouster quand même, de Duplessis. Je sais pas pourquoi. Le personnage. Non, ouais. Non, non, moi, c'est vraiment pour l'esthétisme, en fait. Tu vois, c'est pas beau à voir, Duplessis. Mettre Duplessis champion, c'est dur. Après, mettre Duplessis champion, c'est lui qui aura gagné sa place, hein, s'il y est. Non, ça sera mérité, totalement. Mais bon, il y a des champions qui te donnent plus envie d'autres que de regarder, tu vois. Et tu mets Duplessis champion des 80. Bon, après, la KT, elle est pas ouf, hein. Mais tu mets Duplessis champion, c'est. Moi, j'ai pas envie de voir. Bah écoute, moi je suis partagé. Parce que si tu mets Duplessis champion et qu'il il te fait des victoires au premier ou deuxième round à chaque fois, avec du sol, avec, enfin tu vois, avec une, même si sa boxe elle est pas folle, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, en même temps quand il touche, il touche bien et c'est chirurgical. C'est précis quand même, hein. C'est précis. Je suis désolé. De toute Non, façon, bien sûr que c'est précis. non, ouais, je parle pas que pour toi, je parle en général, tu sais. Si tu peux avoir tout le KO punch que tu veux, si tu ne touches pas une mâchoire, de toute façon, ou si tu touches pas une tête, tu mettras jamais personne KO, tu vois ce que je veux dire. Donc effectivement, sa boxe, elle est quand même précise. Ses déplacements sont dégueulasses. Mais par contre, il sait envoyer ses frappes puisqu'il touche. Il frappe au corps, enfin, tu vois ce que je veux dire, ses enchaînements, ils sont pas incohérents. C'est pas Vettori, tu sais. C'est pas Vettori avant qu'il se mette à boxer un peu plus proprement. Là, oui, là, c'était une boxe qui était dégueulasse, tu vois. Duplessis, sa boxe, elle est moins dégueulasse que celle de Vettori quand il a affronté Adesanya la première fois. Je sais pas ce que t'en Ouais. penses. Ouais, elle est moins dégueu. Ouais. Bon, ça Ah se oui. vaut. Ah non, t'avais pas des directs jambes arrière, enfin bras arrière, jambes arrière qui s'enchaînaient, enfin t'avais pas des Ah, mais trucs. ça touchait. Lui aussi, c'était efficace. Non mais d'accord, c'était efficace, À la différence que Vettori, il avait des mains en mousse, c'est ça, que Duplessis, il a visiblement les mains très lourdes. c'est ça. Mais en tout cas voilà, il y avait moins de cohérence que de ce que j'ai pu voir en tout cas dans ce combat. Après c'est pareil, je l'avais vu qu'une seule fois, mais bon, c'est moi ça m'a pas choqué plus que ça. Et surtout derrière au sol, bah ça se laissait regarder, tu vois. Ah, au sol, il est solide. Pourquoi pas? Donc, il y a des champions que, tu vois, par exemple, je te dis une connerie, un Belal Mohamed, j'ai moins envie de regarder un Belal Mohamed qu'un un Ricus Duplessis. Dricus Duplessis. Ouais, pas moi. Mais parce que tu vas t'attarder sur son game plan et sur ceci et sur cela, mais quand le mec il fait la même chose pendant 5 rounds, tu te fais chier, tu regardes un round, ça y est, c'est bon, tu l'as compris le game plan, et puis après tu l'as analysé, et puis ça s'arrête là, tu vois. Moi, le combat qu'il a fait contre, je te l'ai dit, hein, contre Burns, tu regardes un round, tu en regardes 5, c'est la même chose, entre guillemets, c'est juste qu'il accélère le rythme. Mais sinon, le game plan, c'est le même. Tu vois, et c'est long, et c'est long, et c'est long, et 5 rounds, c'est 25 minutes, hein. Et 25 minutes, c'est long. Et bah là, je suis désolé, j'ai pris plus de plaisir à voir ce combattant-là que de voir. Franchement, je peux regarder 3 fois Whittaker Duplessis. Je regarderai pas 3 fois Burns Belal. Tu vois? Ouais, Ah oui. ouais, c'est vrai. Mais bon, techniquement, je te dis, je préfère avoir Belal. Ah ouais, 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 c'est ton côté puriste. Mais moi, je suis épuré. Moi, je suis pas puriste. Je suis épuré. Ah, c'est pas possible. D'ailleurs, tournons la page. Qu'est-ce que tu veux parler quand même si du face à face un petit peu à Desania contre lui? Ouais, franchement, c'était un peu ridicule. Je sais pas ce que t'en penses, mais Bah moi j'ai l'impression que c'est un peu la mode du moment, tu sais, où les mecs commencent à rentrer dans la cage. Avant ça se faisait pas plus que ça se faisait de temps en temps. Là j'ai l'impression ça se fait de plus en plus régulièrement, tu sais. C'est il se calque sur le catch, hein. ouais, c'est exactement ce que je pensais. C'est histoire de créer un bif, tu sais, créer une histoire, un storytelling, mais au final,
Parce que tu sens qu'il n'y a pas une véritable animosité entre les deux. Enfin, je sais pas, tu sens que c'est monté aussi, tu vois, c'est plus histoire de faire parler. Tu vois, quand il dit non, non, c'est bon, tu peux me laisser face à lui, tu vois. Si les mecs se détestent, tu peux pas les laisser face à face sans qu'il y ait quelqu'un qui s'interpose véritablement. Tu vois, donc, Oui, non, clairement. je sais pas. Tu vois, ça me rappelle les face-à-face Cormier-Jones. Tu sentais que les deux, ils se détestaient. De toute Ouais, façon, ils se sont battus. Donc, oui. Et là, tu sens que t'avais même Duplessis, il savait pas trop où se mettre. En fait, tu voyais regarder le plafond, il avait juste envie de passer à autre chose, quoi. C'est limite, ça lui a niqué un peu son plaisir d'avoir battu un grand nom comme Whittaker. Tu vois. Je sais pas, je suis pas fan de l'histoire. Alors, c'était drôle pour la vanne, tu vois, mais bon, reste là. Tu sais que t'es là. Tu sais, voilà, en général, avant, les mecs, ils venaient en fait en bord de cage. En bord de cage, je veux dire, dans les gradins, mais dans les premiers rangs. Et ils étaient là à se lever, à regarder. Tu vois, il y avait la caméra qui se mettait dessus. Et donc, t'es le prochain, mais il restait à sa place, tu vois. Maintenant, non, on organise le face-à-face. Il y a eu, comment, Figueiredo contre qui la dernière fois non, euh, mais Sean O'Malley contre Sterling. Chenomal Sterling, mais tu avais aussi Figueiredo juste avant, tu sais, qui était rentré dans la cage, pareil, contre, je crois que c'était contre Moreno ou c'était contre qui? Je sais plus. Tu vois, que tellement ça marque pas en vrai. Donc bon, là, ça arrive c'est assez régulier, quoi. C'est assez régulier. Je sais pas quoi en penser. Dites-nous ce que vous en pensez. Si ça a fait en sorte de, Moi, en tout cas, ça n'apporte aucun intérêt au combat. non, rien du tout. Ça met juste plus de temps entre deux et on va se coucher plus tard. Donc, tournons cette page. Brandon Moreno contre Alexandre Potoja. Pantoja, 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 on le Pan- dit comme Pantoja. on va dire Pantoja. On va commencer. Alors là, c'est le co-main et le main. On va parler round par round. C'est ce qu'on s'était dit, donc et c'est ce qu'on fait en général. Donc on va essayer de décortiquer un peu tout ça. Quel combat! Quel combat! Et là, pour le coup, on peut parler de combat de l'année. Déjà presque. Enfin, on peut le mettre déjà dans les nominations pour le combat de l'année, ce combat-là. Ouais, sacrée guerre. Ouais, ouais, ouais. Round 1, donc stratégie simple de Moreno. Pour moi, c'est ce que je note au début. C'est il vient, il boxe et derrière il colle à la cage. Il sait très bien que Pantoja, c'est quelqu'un qui est fort au sol et tout ça. Enfin, tu sais, et puis que même en boxe, hein, de toute façon, en boxe, il est pas, faut pas le sous-estimer. Donc, Attends, juste une seconde avant de commencer. Ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est une trilogie, là. Et que Pantoja a déjà battu Moreno 2 fois avant. oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense qu'il a calqué, tu vois, au début, qu'il a mis en place cette stratégie-là, tu vois, histoire de temporiser un petit peu et de le fatiguer peut-être à la cage, quoi. C'est pas plus mal parce qu'il démarre fort, Pantoja, au début, hein. Il est très agressif sur l'anglaise. Ouais, je suis d'accord. Et donc, voilà, il lui fait ça, il arrive à le coller à la cage, mais par contre, très vite, on voit que Pantoja, il arrive à renverser la situation, quoi. En termes de puissance, il est solide, Pantoja. Je sentais qu'il était plus solide en puissance que Moreno. C'est Oui. deux styles différents. Moreno plus précis, Pantoja plus puissant. C'est vraiment ça. Bon, en fait, il le plaque à la cage environ pratiquement 1 minute 30, mais il se passe absolument rien. Ça veut dire que Moreno ne peut pas travailler, il peut pas bouger, et s'il tente la moindre chose, tu sens que Pantoja va sortir. Donc c'est pour ça voilà, il a le contrôle, mais il peut rien en faire. Ouais. Et c'est d'ailleurs ce qu'il finit par faire, hein. Pantoja, comme on a dit, il sort. Par contre, Moreno, il est toujours dominant et il touche clean Pantoja, pour le coup. Alors Pantoja essaye de l'amener au sol, mais sans succès sur la première amenée. Tu sais, où il vient, il rebondit contre la cage, tu sais, il essaie de le crocheter. Et, pardon. Et Pantoja, il va commencer à toucher durement Moreno avec sa gauche. Et c'est là il va le suivre au sol avec donc cette première phase de contrôle de Pantoja. Et c'est la deuxième fois que j'ai vu dans la soirée, en fait, se crucifie, mais à partir de la demi-garde. Je sais pas si tu as noté ça. Tu laisses ta jambe dans la demi-garde, mais par contre, avec ton autre jambe, tu contrôles le bras et tu te retrouves à un espèce de crucifix. Je sais plus quel autre combat j'ai vu où j'ai vu faire ça, mais j'ai trouvé ça intéressant. J'ai pas fait attention. En fait, tu es dans la demi-garde, tu arrives à venir contrôler le haut du corps, donc tu prends le bras sous l'aisselle, le underhook d'un côté, et en fait, tu montes très haut en fait, sur ton contrôle, et derrière, en fait, tu viens placer ta deuxième jambe sur le bras de l'adversaire. Ce qui fait que tu es toujours dans la demi-garde,
Mais tu es en crucifix, tu peux commencer à envoyer des frappes, envoyer des coudes. Ok. Ouais, j'ai noté ça. C'est à voir, c'est à tester. Mais visiblement, en tout cas, ça fonctionne puisque 2 fois je l'ai vu. Donc, il va réussir à le contrôler, il va le frapper en grand pound assez facilement. Euh, donc, on sent dès le premier round, c'est ce que je disais tout à l'heure, que Pantoja, il est plus fort dans le rapport de force. Il est plus puissant, ouais. Ouais, Il est plus puissant physiquement et même dans l'impact de ses frappes, tu sens une vraie différence. ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc, premier round, enfin, déjà, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce premier round? Non, bah écoute, il y a la phase de Grand Pound, comme tu dis. Faut noter qu'il l'ouvre. Oui, Il l'ouvre dès le premier round. Ouais, il l'ouvre sur un coup de coude. T'as Moreno qui arrive quand même à se relever, mais difficilement. Et ça se finit comme ça, quoi. c'est ça. Tu donnes ce round à qui? Pantoja. Pareil. Pantoja pour ses phases de contrôle. Vraiment, enfin déjà parce que dans les phases de boxe, ça a touché des deux côtés. Et puis Bah, de après, toute il y avait... façon, il lui met un knockdown, donc. Ouais, je suis d'accord. Mais, Round- je note quand même que Pantoja est plus puissant, mais en termes de technique et de précision, de vitesse, etc., Moreno boxe mieux. Il a un jab de fou. Bon, des fois, je suis il d'accord. rentre trop dans la bagarre, tu vois. Ça c'est peut-être le petit réglage à faire s'il se réaffrontent. De toute façon, ils vont se raffronter. Dans le premier round. Après, il rentre moins dans la bagarre. Exactement. En fait, c'est dans le premier round où tu sais, tu sens qu'il y a aussi ce truc du premier round, tu vois, où il est un peu plus à rentrer fort, à rentrer vite, tu sais, et, il est moins calculé dans ce qu'il fait. Mais Ouais. oui, d'accord avec toi. La pureté de la boxe de Moreno, j'allais en C'est parler justement. magnifique. C'est magnifique. Oh là là. Mais Son c'est jab et son 1-2, c'est magnifique. son jab son 1-2 et il sort en plus. C'est-à-dire Mm. qu'il passe l'adversaire après son enchaînement. Ce qui fait qu'en fait, pour le retoucher dans la foulée, c'est très très compliqué. Non, non, il est bien. Il a un côté félin dans sa boxe. C'est vraiment très très propre. Enfin, vraiment, il pourrait se mettre à l'anglaise tellement c'est propre. Non, c'est magnifique. Je choquerais pas de le voir faire une suite de carrière en anglaise par la suite parce que pour le coup, il a tout pour. Il a vraiment le coup d'œil, il a vraiment la précision, il a une variété dans son jab. Tu sais, enfin, il envoie son jab de manière différente Ouais. et c'est super intéressant de le voir boxer. Enfin, moi, j'apprécie beaucoup le travail d'anglaise de Moreno, pour le coup. Donc, dans le round 2, Pantoja, il rentre directement à la bagarre. Tu sens que, voilà, il veut marquer les esprits tout de suite. Mais Moreno, justement, il arrive à toucher et à esquiver dans le temps. Donc, c'est vraiment ce qu'on disait, grâce à la pureté de sa boxe. En fait, il touche, il sort. C'est vraiment ça. Et tu sens que bah, Pantoja, il y a du déchet quoi, au début. Où il rentre à la guerre et en fait, il y a rien, il se passe rien parce qu'il y a un coup de vent, quoi. Il y a vraiment un coup de vent. Tu le ressens, quoi. Et je disais, c'est beau tellement c'est propre. Je l'ai noté, c'est beau tellement c'est propre. Tu vois, on le redit, mais Ah, magnifique. ouais. Et les transitions avec le clinch lutte aussi sont magnifiques. Tu sais, il arrive en fait à mixer tellement bien son anglaise avec sa lutte. C'est vraiment, vraiment, vraiment très propre. Il parvient à passer dans le dos, justement, de Pantoja avec, Sur un échange, hein. Sur un échange ouais, en anglaise en plus, hein. ouais, avec beaucoup de technique. En fait, il vient lever le coude et derrière, en fait, c'est sur le contre de Pantoja Mm. qui essaie de le contrer. Il vient, il lève le coude, il arrive à laisser passer Pantoja, en fait, et il vient bien le garder en plus en tenant le trapèze, tu sais, de l'adversaire par devant, tu sais, pour le ceinturer et pour le tirer en fait vers l'avant et pouvoir accéder à son dos, au ceinturage dans le dos, quoi. Non, techniquement, c'est super propre. Il arrive à se glisser, à trouver des trous pour c'est vraiment très propre. Euh, donc, il prend le dos, d'ailleurs, de Pantoja à ce moment-là. Il arrive au sol, il arrive à prendre le dos. Il le conserve un petit peu, mais tu sens qu'il n'arrive pas à travailler, ni sur la soumission, ni sur les frappes. Pantoja arrive très bien à contrôler les membres de Moreno pour pas le laisser s'installer comme il le voudrait, en fait. Ouais, après, ce qui m'a surpris sur la prise de dos, Ouais, je me suis demandé pourquoi il met pas le triangle de corps. Parce que oui, en MMA, clairement, quand tu es dans le dos, tu mets le triangle. Là, lui, il non. a laissé les deux crochets. D'ailleurs, c'est ce qui fait la sortie de Pantoja, hein. Il vient ouvrir et se glisser. Mais Oui. j'ai pas compris pourquoi il a pas mis le triangle. Eh ben, on lui demandera. Je sais On pas non. on va lui envoyer un MP.
Donc, ouais, c'est surtout que, par contre, par la suite, quand Pantoja, lui prend le dos, lui, par contre, il n'oublie pas le triangle. C'est vrai. C'est vrai. Non, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. J'ai pas compris non plus. Mais bon, après, tu sais, c'est chacun est à l'aise dans le contrôle. Tu sais, il y en a certains qui vont être plus à l'aise dans ce contrôle-là et d'autres peut-être plus à l'aise avec le triangle. Peut-être que aussi, il n'était pas assez. Tu sais, sa jambe n'était pas assez rentrée Ouais, ouais, pour ouais. fermer le triangle. Tu sais, il y avait peut-être ça aussi, hein. Parce que pour fermer le triangle, il faut que la jambe, elle puisse se mettre en barrage complètement sur le ventre. Donc, si elle est coincée sous le corps de l'adversaire, c'est difficile d'aller fermer ton triangle. Donc, euh, donc voilà. Effectivement, Pantoja, il arrive à se glisser intelligemment pour sortir en fait Il vient du dos. enlever un crochet et il vient glisser sur la jambe, quoi. Oui. Mais Moreno, il arrive à rester en contrôle pendant un petit moment. Et, enfin, il reste au-dessus, il arrive à repasser au-dessus et il arrive à passer en contrôle. Là, un peu plus de grand end mais ça finit par se relever. Et Moreno, il reste dominant en boxe, en fait. Ouais, Sur ce c'est ce que là. j'ai noté. Ça se relève et il reste dominant sur les échanges. Mm. Et ça finit le round sur Moreno au-dessus, qui saisit un kick de Pantoja et qui ramène au sol. Et ça, le round se finit comme ça. Ouais, et par contre, c'est là où tu vois aussi, et ça se finit comme ça, mais c'est là où je commence à noter aussi les up-kicks de Pantoja. Des up-kicks qui sont super dangereux parce qu'il vient les mettre lui aussi avec le talon, mais tu sens que faut pas le prendre. Tu sais, l'intention du up-kick, elle est violente, quoi. Et en D'ailleurs, plus, je sais plus c'est dans quel round, mais il y a un round où il y en a un qui passe, il lui frôle la tête à Moreno, mais vraiment, il lui frôle la tête. ben Tu sais, parce que je les ai notés à chaque fois. ah ouais, ok. Non, mais parce qu'en fait, à chaque fois qu'ils se retrouvent dans des situations, effectivement, tu vois les up-kicks qui passent, mais c'est vraiment pas loin, quoi. C'est vraiment pas loin. Cette manière de frapper le up-kick est intéressante. En fait, par rapport au up-kick un peu tu sais, frontaux plutôt. C'est, là, pour le coup, c'est vraiment redescendant, tu sais, ça fait comme des coups de pied marteau. Hmm, Alors, ils ont leur avantage et ils ont leur inconvénient, ceux-là, hein. Parce que quand tu viens en frontal, en fait, tu prends moins le risque de te faire passer la garde. c'est ça. C'est parce que quand tu viens et que tu t'arrives à rentrer sur celui qui est redescendant, en fait, tu peux très bien mettre un petit coup d'épaule, un petit coup de hanche, et puis tu vas passer la garde de ton adversaire. Quand tu montes ici, quand tu viens monter, en fait, tu peux ouvrir ta jambe. Tu vois, pour recomposer ta garde. Si jamais Hmm. tu sais, l'angle n'est pas le même, quoi. Donc voilà. Mais effectivement, fin du round. Round à qui? Moi, je l'ai donné à Moreno, celui-là. Moreno, ouais. Ouais, on est d'accord. Bien sûr, on précise que, enfin moi, je sais pas pour toi, mais j'ai pas regardé les juges à qui ils avaient donné le round. Là, c'est notre ressenti à nous, pour le Ah coup. non, j'ai pas regardé du tout, hein. Ouais, ouais, ouais. Round 3. Donc, coup de. Alors, c'est vrai que ça commence fort avec un petit coup dans les parties de Pantoja. Donc voilà, ça met un petit temps d'arrêt, petite Mais, récupération. mais ça va, ça reprend vite. Ouais, ouais, ouais. Dès la reprise, Pantoja, il va fondre sur Moreno et il va lui passer directement dans le dos, en fait. Il va arriver, il va lui mettre une pression de fou et il va arriver directement à accéder à son dos. D'ailleurs, lui aussi, il l'emmène et il lui prend le dos et avec beaucoup de technique, lui aussi. Et là, pour le coup, lui, il va fermer le triangle. Ouais, Ouais. attends, je regarde mes notes. Ouais, vas-y, je te laisse continuer. Euh, donc il y a Moreno qui donne tout pour sortir. Ce qui fait bien aussi, alors il y a deux points de détail techniques qui m'intéressent Sur, sur sa sortie? non, non, pas sur la sortie. Déjà sur la façon dont Pantoja prend le dos. Il y a deux choses qui m'intéressent. C'est d'une part le triangle, effectivement. Donc ça, on le sait, c'est le meilleur moyen de conserver ton adversaire et puis de lui supprimer un grand nombre de sorties possibles. D'ailleurs, Moreno va choisir presque une des rares que tu peux faire quand tu es en MMA, puisque tu as moins le temps de t'installer et de décrocher les jambes. Mais ce que j'ai aimé, c'est aussi comment il a placé son bras. Tu sais, en fait, ce qui est intéressant quand on est en MMA, c'est de placer le bras en fait entre la tête et le sol. Le bras qui va être au niveau de la tête, justement. De le Ouais. placer entre la tête et le sol parce que justement, ça empêche l'adversaire de venir et de glisser les épaules au sol directement. Et en plus de ça, ça permet de pouvoir frapper au-dessus en ayant toujours un contrôle qui est fort. Si on vient mettre le bras sous l'aisselle, du côté où on est au sol, justement, du côté comment dire, latéral qui est au sol de ton adversaire, en fait, quand tu vas commencer à frapper, il va pouvoir se glisser. Donc, c'est intéressant, en fait, de mettre cette main-là à ce niveau-là parce que tu lui fermes encore une fois une sortie.
Sinon, tu es obligé de coller ta tête. En fait, le truc, c'est que si tu mets le bras sous l'aisselle, tu es obligé de mettre ta tête en dessous pour empêcher la tête de sortir et donc les épaules de glisser et de se mettre à plat, de se mettre à plat dos au sol. Donc, si tu veux éviter de devoir coller ta tête et donc de ne pas pouvoir frapper correctement parce que tu n'auras pas l'amplitude, de mettre ce bras-là, c'est intéressant. Et Pantoja l'a très bien fait. Et c'est là où tu sens que le sol MMA, c'est son domaine. Enfin, tu vois, ces détails-là, c'est des détails que tu peux noter et qui sont super intéressants, super importants. Ouais. Parle de la sortie parce que tu voulais te lancer dessus. Non, non, c'est juste par rapport au triangle de corps. On sait que le triangle, il faut qu'il soit verrouillé vers le haut et pas vers le Ouais. sol. Et ça a été intelligent. On voit Moreno qui d'abord va vers la droite. Il y a Pantoja qui inverse son triangle et tout de suite Moreno va de l'autre côté, donc qui remet le triangle vers le sol. Mm. Et c'est exactement ce qu'il fallait faire. C'est là que tu vois que le mec, il panique pas, il sait exactement ce qu'il faut faire. Il est hyper lucide. De toute façon, tu le sens, il n'est pas en danger à aucun moment. Non, non, non. Et puis tu sens que Moreno, les phases de lutte et les phases de sol, c'est quelque chose qu'il maîtrise énormément aussi, hein. Donc, juste une chose que j'ai notée là, je revois mes notes là pendant que tu étais en train de parler. D'ailleurs, Pantoja fait tout ça à l'aveugle là au début, hein, parce qu'il a du sang plein les yeux et il fait ça les yeux fermés. Enfin, tu sais, on sait que le sol, on peut le pratiquer les yeux fermés, et ben voilà, on en a la preuve même en MMA, parce que tu vois qu'il a les yeux complètement fermés tout le moment en fait où il contrôle justement Moreno au sol dans le dos, et c'est que quand ça se relève, qu'il s'essuie les yeux. Tu le vois d'ailleurs, il y a que là qu'il revoit quelque chose. Sinon tout le reste du temps, il était à l'aveugle le type. C'était un peu le Daredevil du MMA pendant. Donc, donc, tu as Moreno qui revient de face. Donc, on en parlait tout à l'heure, il n'y a pas énormément de sorties en MMA hein, quand tu es pris en triangle de corps. Donc, tu peux essayer de déverrouiller avec tes jambes, tu peux essayer de faire pas mal de choses comme ça. Mais bon, l'idéal, c'est quand même d'essayer de revenir en face. La logique, elle est différente du grappling. Parce qu'en grappling, on essaie de sortir pour revenir sur une top position et de passer la garde pour marquer des points. Là, on est en MMA, on s'en fout de se retrouver dans la garde de l'adversaire. Donc, se retourner sur un plan fixe comme ça marche très bien et ça permet de se retrouver dans une phase où on peut envoyer du ground and pound. Donc, c'est ce que fait Moreno. Les deux se rendent coup pour coup. Donc, alors, ça se relève surtout. Ça se relève d'abord. Et là, on sent que les deux se rendent coup pour coup. On a des uppercuts pour Pantoja et on a high kick pour Moreno. Tu sais, tu sens que chacun cherche le coup dur à sa manière. Les uppercuts, Pantoja les utilise énormément dans son combat. Et ça commence vraiment dans ce round-là où vraiment il commence à capitaliser dessus. On Ouais. sent que ça. Là, tu sens que quand ça se relève, il se met au milieu de la cage et il se règle. C'est ça. C'est ça. Les mecs se règlent. C'est la bagarre. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais une bagarre sans animosité, hein, c'est vraiment, voilà, c'est leur façon de combattre. Tu sens que les mecs, jusqu'au bout, ils vont tenir parce qu'ils sont épuisés, hein. Déjà, là, dans ce round-là, ils sont déjà épuisés. Plus Pantoja, d'ailleurs. Et Pantoja plus, ouais. Mais bon, il ralentit pas encore, hein, il est encore là. mais il ralentit jamais, je crois. Jusqu'au bout, il ralentit pas de toute façon. Enfin, après, c'est juste qu'intelligemment, il va. Bon, on en parlera après. Ouais. On se trompe. Donc voilà. Jusqu'à ce que Pantoja en fait amène le jeu une nouvelle fois au sol. Donc on disait qu'il se réglait debout. Il ramène le jeu au sol, mais Moreno retourne la situation et Pantoja se retrouve en dessous donc justement de Moreno. Et là encore une fois up kick plus coup de coude. En fait quand il était dans la garde, il pousse bien pour envoyer ses coudes. Mais après, dès que ça se relève, en fait, il envoie ses up kicks. Et ça doit être à ce moment-là, en fait, où tu as dû voir le up kick qui a frôlé. Exact. C'est bon, ça me revient, c'est là. Parce que c'est la phase où j'avais noté avec l'omoplata, etc. Parce qu'il y a, il Ouais. y a- il y a une tentative d'omoplata de Moreno. Mm. Il y a l'amené au sol de Pantoja qui se retrouve dans la garde de Moreno, qui tente une omoplata. Euh, Pantoja en profite pour passer la garde. On sait que c'est super dur à mettre une omoplata. Sans kimono, c'est très compliqué. En En général, soit tu général, ouais, c'est très dur. il y en a un qui arrive très bien, mais bon, c'est rare quand même. Ça Et glisse. il se fait passer sur ce moment-là, mais dans son passage, il se fait renverser. On sait que Moreno, pour le contrôler, il nous a montré que c'était un calvaire. Donc il arrive à le renverser, il se retrouve au-dessus. Et là, il y a le up kick, ouais. Le up kick qui passe, mais je te dis, s'il le prend, celui-là, je crois qu'il dort. Ou alors il se fait salement ouvrir. C'est Ouais. non, non, son upkick, il est violent. Il est vraiment violent. Et on le voit de plus en plus, ce upkick-là. Enfin, je le note pas mal en ce moment. On en avait parlé avec Yair Rodriguez quand on a fait l'analyse. Donc ouais, non, non, il ressort pas mal. Ça finit par se relever et fin du round.
fin du round. Et c'est ce round que je sais pas à qui donner, moi. Et bah moi non plus. Et oui, on est d'accord, on en parlait en off. Et effectivement, moi j'ai mis égalité, hein. Je sais pas qui le donner. Il y a vraiment du à toi, à moi, sur le coup. Maintenant, en fait, ouais, il y a les dégâts qui rentrent en compte. Mais si on prend tout le travail, il lui prend le dos quand même, Pantoja. Il le ramène après au sol sur le double leg. Ah, mais il le contrôle pas. Ouais, il se fait renverser. En Ouais, fait, dans c'est le compliqué. scoring, amené au sol, si tu contrôles pas et que crées pas de dégâts, ça compte pas comme avant, quoi. C'est plus comme avant quand tu scorais un double, pas un double, mais un takedown, tu vois, t'étais presque assuré d'avoir le round. Alors, Aujourd'hui, c'est plus comme avant, mais je sais pas si les juges, ils notent pas comme avant. J'ai l'impression que c'est plus comme avant que dans les textes, tu vois. ouais. Parce que même moi, en fait, inconsciemment, dans ma manière de juger, je juge comme avant. Ah, mais toi, t'es pas payé pour ça, C'est vrai, malheureusement. malheureusement. Donc, en tout cas, ouais, égalité. Je sais pas, mais je sais pas pour vous, hein. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, mais ce round-là, c'est vrai que est dur à scorer, hein. De toute façon, ce match-là est dur à scorer, en vrai, hein. Mm. Ça va tellement vite, il y a tellement de choses à faire. Enfin, on voit tellement de choses. Ils ont chacun leurs forces, leurs faiblesses. C'est assez compliqué quand même. Round 4. Pantoja sent que la boxe, c'est pas en sa faveur, hein, avec Moreno. On sent que Moreno, il prend ses marques de plus en plus et il est de plus en plus efficace. Et donc, il lance son takedown avec succès. Donc, euh, donc voilà, comment dire? Il y a après, alors, il y a comment dire? Il le suit. En fait, il se relève Moreno et il le suit à la cage. Donc voilà. Mais il n'est pas sorti du danger en fait, Moreno, car Pantoja, il arrive à le suivre encore une fois. Il continue à le ceinturer dans le dos. Il parvient à amener Moreno au sol plusieurs fois, mais il n'arrive pas à chaque fois en fait à le maintenir. Enfin, comment dire, à le faire revenir de face quoi. Enfin, c'est comment dire, j'ai Ouais, en perdu. fait, il se met en mode sensu. Voilà. C'est un truc de fou. Il Non, se là, met en mode sensu, il le lâche plus. c'est Il ça. reste dans son dos, ça ramène avec le petit fauchage arrière, mais Moreno il se relève, ainsi de suite. Mais il le lâche pas. En fait, tu sens qu'il veut pas repartir. Là, tu sens qu'il veut pas repartir en boxe. Ouais. Oui, Tu et sens puis qu'il veut vraiment assurer le round, pas prendre de dégâts, récupérer, parce que je pense qu'il en peut plus. voilà, c'est là où il commence à fatiguer. Ouais, Et il change ouais, de stratégie. tu sens. Ouais. Mais c'était intelligent, hein. Ouais. Ouais, ouais. Mais vu qu'il n'est pas encore, il a pas encore tout à fait récupéré, c'est vrai que c'est dur de tenir Moreno. Alors Moreno, c'est quand même un roi du scramble. On l'a vu avec ses combats contre Figueiredo, quand il décide de pas, enfin, de faire l'anguille, tu sais, de sauter partout pour pas se faire saisir. C'est très très compliqué. Puis il arrive à se relever assez facilement, quoi. Et tu le vois dans ses positions que c'est tout de suite, en fait, il sait tout de suite quoi faire. Il y a un truc que j'ai noté, il y a un moment, il est à la cage, tu sais, il est dos à la cage, et tu vois même l'angle de sa main, tu vois, de son bras. Il a jamais le bras proche de lui, il a jamais la main posée proche de lui. Tu sais, il prend toujours, tu sais, de la distance avec son bras pour pas qu'on puisse justement lui enlever cette main et le faire retomber sur le flanc ou sur le dos, tu vois. Il y a vraiment tous ces détails-là qui font que bah, c'est un souci, en fait, à contrôler au sol ou à maintenir au sol, quoi. C'est super propre. Ouais, bah C'est on le voit, bah, de toute façon, donc il y a deux ou trois amenés où à chaque fois il se relève, je crois qu'il y en a deux. Enfin, Mm. il y a la première où il se relève, et après, à partir de quand il est dans son dos, il fait deux amenées supplémentaires. Et à un moment, il se retrouve en demi-garde, où il commence à attaquer le bras-tête. D'accord? Et c'est suite à ce bras-tête où il se fait renverser, en fait, t'as Moreno qui explose, qui ponte, et qui se retrouve dans sa garde. Oui. Oui, bah c'est ça en fait. Alors, quand je disais en fait tout à l'heure ce que j'avais du mal à lire, c'est ça, revenir en face. En fait, il arrive à revenir en face Ouais. systématiquement. Il arrive à remonter et revenir en face. Et c'est là où Pantoja, encore une fois, systématiquement, il utilise ce kick. Ça, j'ai encore noté. Alors, est-ce que c'était dans le round d'avant? Est-ce que ça aussi dans ce round-là? Mais avec ses talons, et en fait, on voit qu'il cherche vraiment à faire mal, quoi. Si d'accord, tu arrives à remonter au-dessus, ok, mais je vais te faire mal. Quoi qu'il arrive, ça va te faire reculer, et donc je reviendrai, en fait, je pourrais me relever et revenir, en fait, sur une position favorable où il va essayer de le ramener au sol encore une fois. Donc, C'est ce qui se passe, hein. Il arrive à se relever, ça finit en boxe. c'est ça. Le round, il finit en boxe avec Moreno qui est plus efficace pour moi, Oui. qui commence vraiment à être vraiment plus efficace en boxe, mais bon, qui fait pas suffisamment de dégâts pour Moi, je finir donne. le combat. Ah ouais. Ouais. Tu donnes le combat, tu donnes le round à Pantoja. Ouais. Ouais.
Ouais, trop de temps de contrôle. Trop de temps de contrôle, effectivement, parce qu'on sent qu'il y en a un qui est dans l'action, l'autre qui est dans la réaction, en fait, tout simplement. Donc oui, non, c'est logique de lui donner, quoi. Et donc après, on rentre dans le round 5. Donc avec bah, tout simplement. Hein, alors, donc avant le takedown, parce qu'il va lancer un takedown pour Toja encore une fois. Ce que j'ai noté, c'est qu'avant son takedown, ils sont à 18 frappes significatives chacun. Ce qui montre à quel point ce combat est serré, en fait. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que tout le long du combat, on remarque ça. C'est-à-dire que debout, effectivement, Moreno, il est plus précis. Il a une meilleure boxe, tu sais. Mais en termes de frappe significative, ça reste quand même assez serré. Tu vois. Ouais. C'est vraiment ce qu'on note. Et derrière, après, donc, bah, il y a le nouveau takedown, À la effectivement. moitié du round. En fait, Ouais, toute la partie du dernier round, toute la première partie, c'est. Et en plus, il reste à distance, là. J'ai noté, c'est plutôt une guerre de jab, hein, sur la première partie. Tu sens qu'ils sont fatigués, vraiment. La guerre, ça devient compliqué. Donc, c'est plutôt une guerre à distance. Et à un moment, t'as Pantoja qui explose sur le double leg. ouais. Et là, il passe dans le dos, une nouvelle fois. Et là, il prend le dos, il met le triangle dans le dos. Moreno se relève, mais pourtant, Pantoja, il reste accroché, en fait. Et là, Il a raison. Bah là, il sait qu'il gagne le combat s'il bouge plus. ouais. Donc, et on sent que Moreno, il a plus la gouache pour essayer de le sortir. Normalement, il aurait essayé de le basculer, de revenir face, tu sais, de tourner pour essayer de revenir face, parce que c'est ce qu'il faut faire quand quelqu'un est accroché dans ton dos. Hein. Soit tu vas te basculer en avant pour le faire passer par-dessus, soit tu vas essayer de te remettre face à lui, en fait, tout simplement. Et par exemple, en utilisant la cage aussi. Mais là, non, tu sens qu'il n'y arrive plus, quoi. Il est là, il attend. Il attend et il le sait, tu le vois dans ses yeux qu'il est dégoûté parce qu'il sait qu'il perd le combat là-dessus. Enfin, tu sais, tu le sens même dans le regard. Dans le regard, il regarde le temps et il se dit, c'est trop tard. J'ai perdu. J'ai perdu. Je Enfin, sais pas, je sais pas si à ce moment-là, il se dit j'ai perdu. il dit j'ai perdu le round en tout cas. Il sait qu'il a perdu ce round-là. Ouais. Après, est-ce qu'il a perdu, mais il sait qu'il perd ce round-là. Et donc voilà quoi. Donc je donne aussi ce round à Pantoja, étant donné qu'ils étaient à égalité en termes de frappe significative et que derrière il a son temps de contrôle. Je pense que c'est pareil pour toi. Ouais, Pantoja. Ouais. Et derrière, donc on a une victoire à la split decision de justement de Pantoja et un nouveau champion. Moreno, une nouvelle fois, perd sa ceinture. C'est ouf. Ouais. C'est ouf. Franchement, super combat. Ouais. On sait déjà qu'il y aura encore une revanche. Ça a été annoncé. Hein. Dana White, il l'a annoncé direct. Ah, il fait que des combats en 4, Moreno. Tu sais, il faut. C'est ouf. Il faut se dire que ça veut dire que en comptant la future revanche, il y aura 8 combats de la carrière de Moreno où ça sera 2 adversaires seulement. Ouais, c'est vrai. Non, non, c'est vrai, c'est clair. C'est un truc de fou quand même. C'est un truc de fou. Mais comment dire, c'est quand même un destin de dingue, Moreno. Le mec, il était à l'UFC. Il s'est fait cutter. Il est revenu. Il a gagné la ceinture. Il a perdu la ceinture. Il a repris la ceinture. Il repère la ceinture. Enfin, tu vois, c'est un truc de dingue, quoi. Ce mec-là, c'est l'ascenseur émotionnel. Tu sais, il est prêt à tout. En fait, il est paré à tout. C'est-à-dire qu'il a tout vécu. Il a vécu les meilleurs moments comme les pires, quoi. Ouais, et je le trouve tellement fort. Il y a peut-être un petit problème de gestion, justement, tu sais, quand tu es champion, le fait de gérer. En fait, j'ai l'impression qu'il est trop généreux, Moreno. Ouais. C'est ce qu'on aime, hein. Bien sûr, bah attends, il fait que des combats de l'année, le mec. C'est ce qu'on disait en off. Il fait combat de l'année contre Figueiredo, là, probablement. En tout cas, on en parlera dans les combats de l'année. Ouais. C'est, non, c'est beau, hein, franchement. Mais les deux, hein. La qualité technique à ce niveau, à ce poids-là, là, elle est ouf. Elle est ouf. Les mecs savent Ah, tout faire. moi, je respecte ça. Enfin, tu vois, je préfère un mec comme lui qui prend le risque de perdre sa ceinture, effectivement. Et puis derrière, il prendra le risque d'aller la regagner. Mais au moins, il fait ce qu'il aime, tu vois. Il fait un vrai combat. Il n'est pas dans la gestion de carrière, tu vois. Alors, c'est intéressant, tu vois, de conserver son titre longtemps, de rester invaincu, ceci, cela. Mais à la fin, tu te souviens de quoi? Tu te souviens du mec qui a conservé sa ceinture pendant des années, mais qui a fait des combats de merde? Ou un mec comme Moreno, effectivement, qui a ce destin-là, tu vois. Surtout que tu fais un film à l'après. Moi, je fais un film sur Moreno, tu vois. Ah, je sais pas, hein. Moi, tu fais un film sur le mec qui arrive à faire les deux en même temps. Conserver sa ceinture et mettre des KO. Ouais, ouais, ouais. Ouais.
Non, mais après, cette KT-là, on l'a dit, c'est pas une KT qui est très chargée. Elle n'est pas très compétitive. La dernière fois, quand on nous a demandé notre classement des KT compétitives, elle n'est pas compétitive, puisqu'il n'y a pas assez de monde dans cette KT qui peut rivaliser. Mais par contre, le peu de personnes qui sont là, c'est que des soucis. Enfin, tu vois, que ça soit Figueiredo, que ce soit Moreno ou La Pantoja, c'est que des soucis. C'est des mecs, tout le monde est ceinturable. Donc ouais. Mais c'est intéressant. Enfin, moi, franchement, ça, par contre, c'est vrai que c'est cool à voir, quoi. Le seul truc qui est chiant, c'est que par contre, c'est que tu es presque sûr d'avoir un 50. Tu vas prendre du plaisir techniquement, mais tu es presque sûr de l'avoir en 50. Donc Ouais. En fait, je crois qu'on n'aime plus les 25 minutes. On n'a plus le temps, nous, on a trop de travail. Bon, en fait, comme on doit analyser round par round, c'est relou. Ouais, je suis d'accord. Donc voilà quoi. Donc Moreno, il va falloir que tu apprennes à frapper plus fort ou à soumettre plus vite. Bon, main event de la soirée. Un combat, alors là, franchement, voilà, s'il y avait eu un upset là-dessus, là, je pense que ça aurait fait beaucoup plus de bruit encore que pour Whittaker, parce que là, il y avait 80, nous, on avait quoi? 90, 99%, tu sais, de sondage dans le sondage de gens qui étaient pour le Volkanovski. Donc, c'est Alexander Volkanovski contre Yair Rodriguez. Donc, combat presque à sens unique. Presque. Je dis bien presque. Parce que, bon, on n'est pas d'accord trop sur le troisième round. Enfin, on n'est pas d'accord. On va en discuter. Commençons par le premier round. 2 minutes d'observation. Parce que c'est vraiment ça. Et 2 minutes où il se passe rien. À part un Volkanovski qui change de garde continuellement. Voilà, c'est ça. C'est ce que j'ai noté. Il change constamment de garde et il met la pression. On en parlait dans l'analyse. En fait, Yair, faut pas le laisser avancer sur toi. Un kicker, si tu le laisses avancer, il va être à l'aise. Il faut le faire reculer. Faut pas lui laisser l'opportunité d'armer ses frappes. Donc il avance sans cesse. Mais il avance tout en conservant la distance. C'est-à-dire qu'il le fait reculer par ses feintes, par ses jaillissements, mais il rentre pas dans la distance. C'est ça. C'est-à-dire, encore une fois, on l'avait dit, hein, Volkanovski, c'est le roi de la gestion de la distance, de par sa petite taille et son allonge, sa grande allonge. Donc, il n'a pas le choix que de faire ça. Et effectivement, il le fait bien. Et il impose vraiment par son aura le fait de faire reculer Yair Rodriguez. Et quand tu parlais tout à l'heure des kickers, encore plus quand c'est en mode taekwondo comme ça, où le mec peut casser la distance avec une grande facilité, avancer très vite, très fort pour venir te toucher. Donc, changement de garde à chaque fois. Il y a quand même 2 high kicks ou question mark kick, tu sais, où tu viens remonter de Yair Rodriguez, suivi par un low kick, je crois, de Volkanovski. Et derrière, on a un middle, en fait, un middle de Yair Rodriguez. Et c'est sur le second middle que là, il y a Volkanovski qui saisit la jambe. Donc, tu sens, de toute façon, il a travaillé ses hit kicks. Mais moi, ce qui m'a impressionné, c'est pas qu'il la saisisse. C'est ce qu'il en a fait derrière. C'est qu'une fois qu'il a saisi la jambe, il l'a tiré comme son enfant. Mais vraiment, on est d'accord. une puissance. C'était une poupée de chiffon. Quand il a attrapé la jambe, déjà le middle, le problème de ce middle-là, c'est qu'il était complètement nonchalant. Ouais. Le premier, ok, mais le deuxième, il est parti. Et en fait, c'était sûr. C'était sûr. Tu peux pas te permettre sur Volkanovski d'envoyer un kick à moitié. Ouais. Et à partir du moment où il a attrapé la jambe, il l'a jeté par terre. Et quand j'ai vu qu'il l'a amené au sol, là, je me suis dit, oh là. Enfin, il l'a jeté par terre, il l'a tiré. Moi, c'est même Ouais, pas. non, oui, il l'a tiré. C'est pas lui qui a plongé dans la garde de Yair Rodriguez, c'est lui qui Il l'a ramené. Il l'a ramené. Il a ramené la garde à lui. Tu vois? Non, mais c'est impressionnant. Mais avec un bras. Avec un bras. Allez, viens là, petit. Tu vois, c'est vraiment ça. Et il l'a tiré, il l'a amené au sol. Et derrière, et c'est là encore une fois qu'on voit dès le début du combat, on voit toute l'intelligence de Volkanovski. Il l'a poussé jusqu'à son coin. Jusqu'à la cage. Ouais. Jusqu'à la cage et jusqu'à son coin. Mais vraiment, voilà, comme ça, comme un crocodile. Tu sais, t'avais vraiment cette impression du crocodile qui ramène sa proie. Il avait les 2 bras sous les aisselles. Il était dans la garde et il avançait les bras. En fait, il bougeait les aisselles de Yair Rodriguez et les jambes. Voilà. Ouais, il avançait tranquillement. Il y avait juste le fait que Yair, vienne crocheter. Il n'avait pas la garde fermée, il venait crocheter ses jambes et les ouvrait de temps en temps, donc ça faisait chier. Ouais, mais bon, il se dégageait de ça, il avançait. Pour éviter ça. Il y a un moment, il a tourné ses hanches un petit peu pour éviter de se faire crocheter et il a avancé. Et il l'a posé jusqu'à ce que sa tête de Yair Rodriguez touche la cage, quoi.
Et tu te dis, ça, encore une fois, c'est quelle puissance? Quelle puissance pour pouvoir faire ça? Tu vois, mais avec tellement de facilité, quoi. Parce qu'en général, quand quelqu'un ramène comme ça, tu vois, il va le soulever. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas le soulever, tu vas le pousser, tu vas avancer. Tu le soulèves, t'avances, tu le soulèves, t'avances. Mais c'est sur une petite distance. Non, lui, limite, il a fait un quart de la cage comme ça, en avançant, comme un alligator. C'est l'Australien, tu vois. L'Australien, c'est que des animaux sauvages là-bas, tu vois. C'est pareil. Il l'a amené tranquillement, tu vois. Donc à la cage et dans son coin, et il ne s'est plus jamais relevé, en fait. Il s'est plus jamais relevé. Et il a commencé à son travail de sap, son premier travail de sap, son premier travail de ground and pound, intelligent, contrôlé, enfin efficace. Jamais Yair Rodriguez n'a pu l'empêcher de frapper, tout simplement. Et voilà quoi. Premier round gagné facilement par Volkanovski. Si, il se relève. Il arrive à se relever. Mais il se fait ramener après. T'as Volkanovski qui reste au contact et qui ramène en crochetant. C'est 2 fois. C'est ça. Oui, non, quand je dis qu'il plus jamais il arrive à se relever, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, en fait, sur le coup, Volkanovski, dès qu'il essaie de se relever, il le ramène au sol. Il le ramène au sol. Il se retrouve à un moment en demi-garde où là, les coups, tu sens qu'ils commencent à être plus durs. C'est ça. Yair, quand même, qui arrive sur une explosion à recomposer, à reprendre la garde sur la toute fin du round et qu'on voit qui commence à envoyer des coudes et qui ouvre Volkanovski sur la fin du premier round. Quand même. Oui. Ouais. Oui, oui. C'est la seule coupure qu'il a. Effectivement. Oui, oui, non, mais en fait, quand je disais qu'il n'arrive pas à se relever, c'est-à-dire que plus jamais Bah le ouais, combat. voilà, il le lâche plus. Ça revient pas à distance de boxe. Et c'est là où tu sens que Volkanovski, pareil, il y a un travail de lutte qui se fait là chez lui qui commence à devenir très très bon. Parce qu'avant, c'était voilà, du travail à la cage, il était capable d'emmener, mais là, tu sens qu'il y a du chain wrestling aussi, tu vois. De ouf. Où vraiment, il rajoute en fait encore des cordes à son arc. Moi, à chaque sortie, j'ai l'impression qu'il progresse. Même au sol. Hein. Si. Même au sol. Hein. Ouais. Bah, déjà, là, tu sens que Craig Jones est dans son coin tout le temps. Ce qui n'était pas le cas avant. Il faisait des camps avec lui, mais maintenant, voilà. Il y a Craig Jones qui est dans son coin constamment. Donc, bah, déjà, voilà. Déjà, ça en dit long. Tu vois, c'est en termes de progression. Ouais. Donc, il y a une round. On est d'accord là-dessus. Bon, il n'y a pas vraiment de doute, hein, voilà, pour le coup. Et on passe au round 2 avec un Yair Rodriguez qui est d'un coup plus agressif avec ses kicks. Enfin, tu vois, il veut pas revivre ça. Donc, il va être tout de suite à la manœuvre. Il sait qu'il a perdu le premier round de toute façon. Mais c'est bien géré par Volkanovski qui rentre et qui casse la distance en fait avec son anglaise. Là, pour l'instant, on voit un Yair Rodriguez en fait qui n'envoie que des jambes pour le coup. Il n'a pas encore sorti son anglaise. On sent qu'il se dit voilà, c'est mon arme la plus longue. J'ai cet avantage-là sur lui, donc je vais l'utiliser. Et en plus de ça, j'ai encore la vivacité pour le faire. Mais c'est surtout que la distance qu'impose Volkanovski, c'est difficile de le toucher en anglaise. Hein. Oui. Et c'est tentant de lâcher les jambes pour un spécialiste comme Rodriguez. Ouais. Ouais. Et donc, il y a un moment où tu vois Volkanovski qui décide en fait de vraiment casser la distance et de le coller à la cage. Et donc, il va rentrer sur son enchaînement, lui. Par contre, il prend un contre. C'est furtif, hein. Mais il prend un contre Ouais, de Yair. il le prend salement. Mais lui aussi, il touche salement. Lui aussi touche. En fait, c'est au moment où Rodriguez change de garde pour avancer. Il le time à ce moment-là. Lui fait son entrée au moment où Rodriguez avance. Lui Ouais. rentre sur son crochet du droit, il le touche bien. Donc, tu as Rodriguez qui est touché, qui recule. Tu as Volkanovski, justement, en plus, on en parlait dans l'analyse, où on se disait que ces phases, elles allaient être très dangereuses. Tu sais, les phases où si tu touches Rodriguez et que tu avances, il y a toujours un coup de coude ou une droite qui peut venir. Là, c'était une droite, il la prend, franchement, il la prend bien. Si c'est pas Volka, je sais pas si ça reste debout. En fait, voilà. C'est-à-dire que les deux touchent, mais celui pour qui j'ai eu peur, c'est Volkanovski. Ah ouais, de fou. Un quart de seconde, je me suis dit, ça y est, il est mort. Enfin, Ben, c'est surtout qu'au moment où il apprend, tu sais, il tombe un peu sur lui, mais c'est parce qu'il tombe pour faire l'amener. Mais moi, je me suis dit, limite, je crois qu'il était sonné. Mais non, ouais. pas du tout. Non. Il est venu, il lui met une grosse pression à la cage avec son épaule. Et donc il l'emmène en fait. Il l'emmène encore une fois au sol. Et en fait, là, pour le coup, en fait, à chaque fois qu'il essaie de l'amener au sol, il passe dans son dos. Il cherche systématiquement. Ouais. Et ça aussi, c'est une nouveauté chez Volkanovski. Et tu sais quoi, j'ai noté, j'avais l'impression de voir, tu sais, un peu Gordon Ryan quand il dit qu'il travaille une technique et qu'il essaye de la faire en combat.
Ouais, Et ben, j'avais cette sensation sur Volkanovski où il se fixait un truc. Et là, le thème, c'était le dos. c'est ça. C'est vraiment le ressenti que j'ai eu. Mais en fait, j'ai l'impression même, moi, j'avais l'impression de voir du Makhachev. Tu sais, dans sa manière de faire, dans sa lutte. Ouais, Et dans peut-être. son sol. Moi, j'avais l'impression de ça, de se dire, bah, en fait, ça marche. Je l'ai vécu, ça marche. Et ben, je vais faire la même chose. Parce que ces petits crochets, c'était pas des trucs super impressionnants, hein. C'était des petits fauchages, des petits crochets. Il le ramenait à lui, il le faisait tomber sur le côté, et puis derrière il mettait son crochet et Mm. il commençait à attaquer le dos. Alors Yair Rodriguez réagissait très bien, ce qui fait qu'il n'a pas réussi à le finaliser le dos, enfin tu sais la prise du dos. Mais à chaque fois c'était ça. C'était des trucs qui étaient non énergivores, très efficaces, bien amenés et où derrière après il pouvait se positionner pour envoyer son corner pound. T'avais l'impression que Volkanovski était devenu daguestanais un quart de seconde. Ouais, et puis surtout, tu sens à ce stade du combat qu'à partir du moment où il pose la main sur Rodriguez, c'est fini. Il se relèvera plus. Parce que là, il arrive à se relever, mais il reste dans son dos encore accroché. Il ramène encore une fois avec un petit fauchage arrière. Mm. Et le round, il se finit comme ça, quoi, avec Volkanovski qui est dans la garde et qui met du ground and pound. Ouais. Et encore là, il est pas rentré dans le grand endpoint de la mort, hein. Là, tu sens que c'est vraiment, il reste encore à genoux. Enfin, tu vois, c'est vraiment du petit grand endpoint. C'est pas le moment où il a décidé de finir et d'envoyer tout ce qu'il avait. Tu Non, non, sais, tu sens il est qu'il dans, fatigue. ouais, il est dans le calcul, il est là, il gère son combat. Il gère son combat et tu vois, et il y a un moment aussi, dans le troisième round où tu le vois regarder l'horloge. Tu sais quand il veut finir ou quand il veut pas finir. C'est comme s'il avait choisi aussi le moment où il voulait finir. Parce que bon, on va en parler du troisième round, mais c'est vrai que parce que tu parles de ça, ou je parle de ça, je sais plus qui a parlé de ça, mais quelqu'un a parlé de ça entre nous deux. Et donc, il y a un moment où tu le vois, où il regarde l'horloge. Mais vraiment, c'est clair. Tu sais, il lève la tête. Ok, c'est bon, c'est maintenant. Tu vois, c'est vraiment comme s'il avait un timer. Tu sais, il s'est dit, voilà, à tel moment dans le combat, je vais faire ça. En tout cas, je serai à ce niveau-là de mon combat. Tu Parce vois qu'il ce que a, je veux il a parié sur lui-même. Il a mis 1 million pour une finalisation dire? au troisième round. Il n'a plus le droit. Il peut pas. Ah, tu trouves toujours quelqu'un pour le faire, t'inquiète. Lui ni son entourage. Non, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est impressionnant, hein. Et je suis d'accord avec toi, hein. Enfin, vraiment, tu sens que à partir du moment où il pose la main sur Rodriguez, c'est fini. Et d'ailleurs, on l'avait dit, hein, qu'une des solutions, c'était justement de le contrôler au sol. Que si c'était trop chaud debout, que derrière, il avait juste la voie royale que de le contrôler au sol, qu'il De avait complètement la capacité de le faire. toute Et là, façon, on avait dit que le plus gros écart de niveau, il se faisait sur la lutte et sur le sol. ouais. Et ça Et, s'est confirmé, hein. ouais, là, ça s'est bien confirmé même. Round 3, et c'est là où par contre on diverge un petit peu, toi et moi, le côté ressenti. Moi, je trouve que Rodriguez, il a un vrai changement de stratégie là pour le coup. Parce qu'il décide en fait de toujours envoyer. Donc déjà, il envoie des coups qui sont plus circulaires, mais un peu plus de front kick. Parce qu'il sait que bah, Volkanovski essaye de rentrer à la lutte, hein, ça y est, il l'a compris. Donc envoyer des front kicks, c'est quelque chose d'intéressant. Mais c'est surtout, il commence à envoyer ses points. Et là, je trouve qu'il est beaucoup plus efficace et qu'il arrive à prendre ses marques, en fait, à ce moment-là. Parce que Volkanovski, lui, il a du mal à rentrer. Parce que là où avant, il pouvait rentrer sur les jambes, parce qu'une fois en fait, il avait passé la longueur de jambe, c'est ce que je disais, c'est marrant, j'en parlais encore cette semaine ou la semaine dernière. Quand tu tombes sur un mec du taekwondo, quand tu affrontes un mec du taekwondo, dès que tu casses la distance, c'est fini, il n'y a plus rien. Maintenant, on n'oublie pas que Yair Rodriguez, c'est un savoureux mélange, c'est ce qu'on disait, de taekwondo et de boxe anglaise. Donc, dans le deuxième round, dès qu'il passait les jambes et comme il n'utilisait pas son anglaise, on était face à un mec du taekwondo classique. Par contre, dans le troisième, il commence à envoyer son gauche-droite. Il commence à toucher un peu plus avec les poings. Et je pense que le fait qu'il ait touché avec la droite dans le round précédent, je pense que c'est là où tu sais, où c'est un gamberger en disant, mais attends, j'ai mes points. Et ça se trouve, c'est là où je vais trouver la solution. Et moi, je trouve que là, tu retrouves le Volkanovski, tu sais, qui se fait toucher. Tu sais quand il se fait toucher Volkanovski parce que il regarde, il fait son gros oui là, de la tête là. Ok, ok, je suis touché. Ok, ok, je suis touché. Tu vois ce que je veux dire? Ok, d'accord, on va se la mettre. Tu vois ce que je veux dire? Donc là où toi, tu dis qu'il pensait attendre le bon timing, ce que tu me disais tout à l'heure, moi, je pense que vraiment, il était touché et qu'il va chercher le timing pour y aller, mais qu'il est touché quand même et que c'était pas anticipé. Tu vois, c'était vraiment un truc où ah, Ah non, qu'il se fasse toucher, c'est pas anticipé. Moi, ce que je dis, c'est qu'il reste volontairement debout parce qu'il sent que c'est le bon moment de rester debout. Tu vois, il sent qu'il peut le finir. Et pour moi, il est beaucoup plus attentiste.
il met moins de pression. D'ailleurs, on le voit reculer, ce qui permet à Rodriguez de prendre confiance. Mais je le sens pas en danger, Volkanovski. Je le Non, mais sens pas en danger. et tu le sens jamais en danger. Non, mais Tout à fait. je pense qu'il accepte, tu vois, le fait que Rodriguez mette ses enchaînements parce que justement, il s'ouvre plus. Il s'ouvre beaucoup plus et c'est là qu'il se fait cueillir, justement. C'est parce qu'il commence à s'ouvrir, s'ouvrir, s'ouvrir. Et c'est là qu'il se fait cueillir sur un contre, sur un middle qu'il envoie. Il prend le crochet du droit et c'est le début de la fin. Et c'est le début de la fin. Je suis d'accord, je suis d'accord. Mais oui, mais moi, je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus un ajustement. Que Volkanovski ne enfin, après, en fait, seul lui le sait, hein, mais j'ai l'impression que Volkanovski ne rentre pas parce que justement, il doit accueillir le nouvel élément, tu vois. Il met ses points, il me touche, ça fait mal quand même, tu vois, quand même, mais enfin, tu vois, il faut pas en prendre 1 million quand même. Et donc, j'accueille le nouvel élément et justement, je temporise un peu plus. Je temporise un peu plus et je vais essayer de timer un peu plus, tu vois, par rapport à les rounds d'avant où je pouvais rentrer comme je voulais parce qu'il n'y avait pas cet élément-là. Moi, je le sens un peu plus comme ça. Et effectivement, une fois qu'il l'a touché, qu'il contre en fait. Alors déjà, avant ça, il y a le coup de tête. Tu sais, Oui, il y choc a- de tête. Il se percute les deux. Il y a un choc de tête de Volkanovski sur tu sens Rodriguez. qu'il fait mal. Enfin, la tête de Volkanovski, tu sais, c'est un boulet de démolition, hein. Donc ouais, non, tu sens que ça a déjà dû le sonner un petit peu. Tu sais, je me dis, alors c'est pas ça qui fait gagner le combat à Volkanovski, hein, mais ça a dû entamer son menton quand même sur ce round-là, hein, de prendre ce choc de tête parce qu'il le prend vraiment dans la mâchoire en plus. Ouais. Tu sais, donc voilà. Et ensuite, effectivement, il y a ce contre-crochet sur le middle. Et là, c'est effectivement le début de la fin. Il le suit et il se précipite pas. Parce que tu vois, en fait, sur le ralenti, après que Yair Rodriguez, il est encore clair. Déjà, il y a le coup de coude. Effectivement, tu lèves ton coude. Parce que tu vois, en fait, dans le regard de Yair Rodriguez, qu'il est encore lucide. Tu vois, il a pas les yeux troubles, hein. Donc, effectivement, il se précipite pas. Et il le touche durement à la tête, puis au corps. Et c'est là où on disait, encore une fois, que ce travail corps-tête, il a fait encore son œuvre dans cette UFC-là. Et ensuite, en fait, il reste Il pas, l'arrache. il l'arrache, mais il l'arrache salement. Et c'est là où il finit avec le grand endpoint qu'on a l'habitude de voir chez Volkanovski. C'est-à-dire qu'il arrive, il isole les jambes d'un côté. C'est vraiment ça. Et il envoie son grand endpoint en étant à moitié debout. En fait, dès qu'il peut, il se lève pour envoyer son grand endpoint. Et tu vois, il y a Rodriguez qui essaie de revenir face et Volkanovski qui balance les jambes de l'autre Le côté. balance. Ah ouais, magnifique. Et Magnifique. il remet la pression, en fait, comme il est debout, il arrive à mettre la pression pour que les jambes de Yair Rodriguez restent, en fait, sur le côté. Enfin, vraiment, il ne puisse pas les remonter ou reprendre de la distance. Et il envoie son grand endpoint sale jusqu'à ce qu'il se fasse arrêter, en fait, tout simplement. Donc, victoire de Volkanovski sur arrêt de l'arbitre, TKO, quoi. Ouais. Franchement, le finish, pour moi, il est super. Il y a la lucidité qu'il a, Volkanovski. Il se précipite pas. Il le Ouais, touche. On disait le gros danger, c'est justement de foncer sur Yair parce que il y a un coude, il y a un genou. Enfin, il y a toujours un petit problème qui peut t'accueillir gentiment. Il s'est pas précipité, même quand il l'a plié avec la frappe au corps et qu'il remonte à la tête, il s'acharne pas. Il l'amène au sol parce qu'il a compris que c'est là qu'il était ultra dominant. c'est ça. Donc c'était pas du tout une erreur. C'était pas du tout une erreur de l'amener au sol à ce moment-là. Ah non, au Et là- contraire, Non, non. exactement ce Et qu'il en fallait plus, faire. il l'amène de la bonne manière, c'est-à-dire qu'il le lève et il le fait tourner, tu vois, pour être sûr de passer la garde. Et après, bon, c'est fini, c'est terminé. Ah non, mais le game plan et la lucidité de Volkanovski sur tous ses combats, et qu'on voit encore ici, c'est-à-dire peu importe l'adversaire que tu lui mets en face, il a toujours une solution à apporter. Il a toujours un game plan qui est adapté. C'est impressionnant. Impressionnant. Parce que voilà, il y en a beaucoup, hein, qui disaient, nous les premiers, hein, gérer un profil comme Yair Rodriguez, c'est pas forcément facile. Parce que son style est difficile à lire, parce qu'il est, c'est quelqu'un voilà, qui dans l'énergie, c'est pas les combattants habituels, quoi. Tu vois, c'est pas des trucs, c'est pas des profils que tu retrouves Mm. régulièrement et surtout comment dire, des sparring partners que tu peux retrouver facilement, tu vois, avec Volkanovski, quoi. Enfin, pour travailler avec Volkanovski. Après, on avait dit dans l'analyse qu'il avait trouvé un champion de taekwondo pour l'aider dans ce travail-là. Donc voilà, mais même tout champion de taekwondo qu'il est, il n'a pas l'anglaise de Yair. Enfin, tu vois, de retrouver le fait d'être aussi bon en anglaise qu'en taekwondo, c'est compliqué, tu vois. Et au final, bah, il a quand même réussi à gérer à gérer ce nouveau problème, quoi. C'est vraiment ça.
De le gérer très facilement, surtout. Parce que c'est son combat, c'est sa finition la plus rapide en tant que champion. Ouais. Tu sens que Volkanovski, tu sais, c'est le genre de mec qui aime bien qu'on lui offre un casse-tête, tu vois, et qui essaie de le résoudre le plus rapidement possible. Je sais, c'est exactement ça. Et là, tu dis, effectivement, c'est la finition la plus rapide en carrière pour lui en tant que champion. Mais ça va avec ce qu'on disait aussi, c'est-à-dire dans le sens où on sent qu'il est moins dans la gestion et qu'il essaye plus justement de finaliser ses adversaires avec la manière. Enfin, tu sais, il est dans cette logique de finition, c'est-à-dire qu'il est passé à un autre step de sa carrière. Mais Il est plus il pour va, moi, plus il aura d'armes et plus il va essayer de finir en fait. c'est ça. Mais pour moi, c'est même pas qu'il est pas dans la gestion. Parce qu'il prend pas énormément de risques, hein. Donc, il est quand même dans cette gestion. C'est juste qu'il est Oui, tellement dominant et qu'il prend toujours le chemin de la finition, en fait. S'il est meilleur dans un domaine, il va y aller. oui. Non, mais t'entends ce que je veux dire quand je parle de ça, c'est-à-dire que avant il cherchait pas à finir. Cherchait à punir sur 5 rounds, tu vois. C'était son jeu, c'était de punir sur 5 rounds. Aujourd'hui, avec tout le panel technique qu'il emmagasine, sortie après sortie, prépa après prépa, camp après camp, tu sens que il a à cœur de mettre en application ce qu'il a vu et ce qu'il a travaillé, quoi. Et donc, il se finalise plus facilement. Tu verras que le combat d'après, il va essayer une soumission. Enfin, tu sais, là, je le vois peut-être même faire quelques sorties où il va essayer de plus de soumettre, où il va encore maximiser ses positions. On le voit, il prend le chemin du dos. Ouais, Je suis après, ça va dépendre du profil en face. ouais, mais qu'il aura à cœur d'essayer d'améliorer son ratio de soumission aussi, tu vois. Donc, le mec, en fait, il kiffe sa vie. C'est-à-dire que franchement, il prend du plaisir à progresser et à se mettre de nouveaux challenges. Il peut pas s'ennuyer. En fait, il veut pas s'ennuyer. Je vais pas m'ennuyer parce que je vais faire des choses différentes à chaque fois. C'est vraiment, ouais, il est chaud. Il est très très chaud. Plus le temps passe. En fait, il a les deux qualités où tu sens que déjà de base, il est talentueux. Il Ouais, a des qualités physiques hors normes, tu vois. Et en plus, c'est un bosseur. ouais, Donc là, le cocktail est réuni. ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Non, c'est vraiment vraiment impressionnant. Encore une masterclass de Volkanovski qui vient clôturer un UFC qui était plutôt sympa. Ouais, magnifique UFC. Franchement, bah, pour l'UFC Fight Week, là, la Fan Expo, c'est ça? Ouais. C'était la semaine de la Fan Expo. Ouais, bah écoute, la carte sur le papier, il n'y avait pas des noms, il y avait pas des noms incroyables, mais ça a délivré, hein. Ouais, mais c'est ce qu'on dit souvent, hein. C'est souvent les cartes où les noms sont pas incroyables qui font les meilleurs UFC, hein. Ouais. Parce qu'il y a moins d'enjeux. Enfin, il y a moins d'enjeux, tu vois. Il y a moins de gestion, justement. Tu vois, c'est des gens qui vont aller dans la bagarre. Donc c'est là où c'est intéressant, quoi. Non, non. Ouais. Super. Franchement, super UFC. Donc, cette UFC 290. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ouais, on a tout fait, hein. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vous ai dit la semaine dernière qu'on aurait plusieurs podcasts à vous offrir cette semaine, mais en fait, c'était une erreur de ma part. Parce que vacances oblige, on va pas faire de podcast actu cette semaine. En fait, c'est ce qu'on s'était dit. On a fait notre micmac, sauf on avait fait notre micmac, mais derrière, on a oublié de vous le dire. Où est l'agenda? Où est l'agenda? En fait, on va en faire un lundi 17. C'est bien ça, que je dise pas de bêtises. C'est ça. Donc effectivement, tac, 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 lundi 17, là on est le 10, on va en faire un lundi 17. Et après, il y a les deux, on va enregistrer à l'avance. Alors, vous nous excuserez, voilà, on vous sort notre petite tambouille, d'accord? On vous explique un peu tout ce qui va se passer. On va enregistrer demain et après-demain les deux UFC qu'il va y avoir numérotés. Donc on va faire le combat de n'importe quoi. On va faire le combat Poirier Gedji et le combat de et Armin Gomalet. Malais. On va les enregistrer là. Donc, si jamais il y a un couac quelconque et que les combats ne se font pas, bah, tant pis. Voilà. Sortir, Ils sortiront. ils sortiront, quoi qu'il arrive. Alors, peut-être que je sais pas si, enfin, si on les sortira quand même. Tiens, on s'en fout. On les sortira quand même de toute façon, comme ça fera des analyses que vous pourrez écouter, hein, pourquoi pas. Mais si jamais il y a le moindre couac, la moindre blessure et que ça change d'adversaire, eh ben tant pis.
on sera en vacances. Ok, les gars. Chacun a des périodes différentes, d'accord, mais comme ça, voilà, on n'a pas envie non plus, voilà, on donne de notre personne toute l'année. Ça fait plusieurs années qu'on donne de notre personne, mais il faut aussi pouvoir faire une petite coupure de temps en temps, d'accord. Donc, on va quand même faire donc le 17 un épisode. On refera un épisode 2 semaines après, donc la semaine du 30, si je dis pas de bêtises, du 31. On refera un podcast d'actu et après on reprendra la semaine du 14, d'accord, du 14 août, du 15 août, mais ça sera peut-être pas le vendredi. Enfin, on verra comment on peut se caler, mais on va essayer de faire au plus proche du vendredi 18, d'accord? Et après, vous pouvez être sûr que ça reprendra, comme d'habitude, la semaine du 21 août, là, enfin, on fera donc le 25 août, le vendredi, l'épisode sortira d'actu et on reprendra notre rythme à ce moment-là. Mais sur juillet-août, on va dire que l'agenda va être un peu bousculé. Donc, vous avez qu'à juste vous abonner et cliquer sur la cloche des notifications. Déjà, comme ça, vous serez au courant quand l'épisode y sortira, déjà. Et puis voilà. Donc, ça me fait une passerelle parfaite pour dire abonnez-vous, likez, partagez, commentez surtout. Merci pour vos commentaires. Là, on a eu un commentaire génial de quelqu'un qui dit qu'il est avare en commentaire habituellement, mais que la qualité de l'a poussé à commenter. Donc ça nous fait plaisir parce que voilà, c'est une victoire pour nous et puis c'est notre rémunération à nous pour l'instant. Hein. Pauvre podcasteur qu'on est, c'est ça notre rémunération. Donc merci pour ce commentaire-là. Et puis pour tous vos commentaires, pour vos questions. N'hésitez pas quand même à poser vos questions pour les podcasts d'actu parce que même s'il y en aura moins, c'est pas grave, on fera un condensé des questions. Donc on les sortira à ce moment-là, on y répondra à ce moment-là. Et puis voilà. Et puis les 5 étoiles aussi sur les plateformes de podcast. Enfin, vous êtes de plus en plus nombreux aussi à nous écouter sur Spotify, par exemple, enfin, Apple Podcast, Google Podcast, ce genre de choses. Donc voilà, on sent que ça s'équilibre en fait. Là, on avait plus de monde sur YouTube à un moment. Là, ça s'équilibre. En fait, je sais pas comment le prendre parce qu'en fait, c'est au moment où on commence à montrer nos têtes qu'il y a de plus en plus de monde qui nous écoute sur Spotify. Alors, soit c'est parce qu'on a gagné un public qui était plus habitué à cette plateforme, soit c'est parce qu'on a des sales gueules. À vous de nous dire. Vous pouvez nous le dire en commentaire aussi. Donc n'hésitez pas. En tout cas, voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Écoutez, bonnes vacances pour ceux qui vont partir en vacances. Bonnes vacances. Profitez bien du soleil. C'est ça. Reposez-vous bien. Ouais, j'espère que nos voix vont vous accompagner aussi sur un bout du trajet, vu qu'on fait des podcasts longs. Et puis. T'écoutes 2 podcasts, t'es dans le sud de la France. Hein. T'écoutes tous nos podcasts depuis le début, tu peux faire le tour du monde. De ouf. Donc, en bateau, même pas en avion. Tu prends le bateau en plus. Donc, bon, en tout cas, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Ou une bonne soirée. En fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut! Salut!